est devant. 17h47. On est presque ponctuel. Bienvenue à tous dans ces locaux de Rennes Métropole qui nous accueillent aujourd'hui. Donc on est ravis de vous accueillir pour cet événement qui met à l'honneur le tertiaire qui innove sur notre région. Donc à mes côtés, Noémie et Denis. Donc nous sommes les 3 ambassadeurs de la French PropTech Bretagne. Donc la French PropTech, c'est un mouvement national d'entrepreneurs qui sont liés au bâtiment, au logement et à l'immobilier de manière générale. Donc on a décidé dans chaque région de travailler sur l'innovation de manière très concrète sur les territoires. Donc notre ambition à nous tous, c'est de faire bouger l'écosystème breton pour montrer qu'on est une région solide et innovante. Et pour ça, on réunit tout un écosystème des acteurs institutionnels, des acteurs traditionnels de l'immobilier et de toutes les startups qui innovent. Donc aujourd'hui, la preuve en est, Denis, des acteurs qui sont présents dans la salle. Alors donc vous êtes très nombreux à vous être inscrits et aujourd'hui on a beaucoup de métiers. Donc on a 25 solutions innovantes de la PropTech, on a une vingtaine de promoteurs et de constructeurs, des architectes, des commercialisateurs, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études conseil en construction, des assureurs en bâtiment, des spécialistes de la rénovation énergétique, c'est Gaël qui m'a fait le texte, génie civil, économistes, espaces de coworking, des écoles des métiers de l'immobilier, les universités Rennes 1 et Rennes 2, des institutionnels de Rennes Métropole et d'autres communes, des missions locales, des aménageurs, l'Adréal, la Fédération française du bâtiment, des banques filières logement, la BPI, des fonds, des investisseurs, voilà, bref, beaucoup d'acteurs. L'objectif, bien sûr, c'est de vous faire ces présentations, mais c'est aussi que tout le monde puisse discuter. Et donc, on a prévu un temps d'échange, même si je sais qu'il y a un match après qui intéresse beaucoup de monde. Voilà, et on va essayer de tenir le timing pour qu'on puisse prendre quand même 1 heure pour discuter tous ensemble après les présentations. Donc, Noémie, rapidement le programme. Oui, bonsoir. Alors pour le programme, on va démarrer avec une restitution de l'étude Audiard, les grands bouleversements du tertiaire. Ensuite, on aura une prise de parole de Sébastien Semril pour la vision de Rennes Métropole. Ensuite, on aura 4 tables rondes. La première, innovation, construction. La seconde, réhabilitation tertiaire. Ensuite, on aura une table ronde innovation dans l'immobilier d'entreprise. Et pour finir, les grands chantiers rennais. Voilà. Tout ça en moins d'1h30 dans un timing. Comptez, donc je compte sur vous tous pour donner la cadence et faire ressortir vraiment de vos propos ce qui est pertinent en termes d'innovation, parce que c'est le thème de la soirée d'aujourd'hui. Donc pour nos intervenants, il y a une petite zapette, il y a un micro, on est là et tout se passe dans une ambiance sympathique, je l'espère, avec tout le monde. Donc, j'invite notre première intervenante, Hélène Rastner de l'Audiard, qui va commencer par nous introduire le sujet avec la dernière étude réalisée, en particulier sur l'immobilier de bureau. Donc, on commence notre thématique sur l'immobilier de bureau avec les chiffres clés. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis Hélène Rastner, je suis directrice d'études à l'Audiard et je vais donc vous faire un propos assez court, j'ai bien noté, sur la question de l'immobilier tertiaire. Donc, il sera bien entendu pas exhaustif et je pense que les tables rondes qui vont suivre vont pouvoir approfondir les sujets et en traiter bien sûr de nouveau. Donc, quels sont les grands questionnements ? Oh, voilà, très bien. Quels sont les grands questionnements prospectifs pour le territoire sur cette question du tertiaire? Le premier questionnement, c'est la volumétrie, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés à proposer aux acteurs économiques. Donc, vous le savez tous, Rennes est dans une conjoncture immobilière plutôt favorable qui a été portée par un besoin qui s'est exprimé durant les dernières décennies avec un effet de rattrapage, mais également un effet porté par la tertiarisation des emplois. Donc cette dynamique, elle s'inscrit aussi dans une dynamique nationale plutôt favorable, sachant bien sûr que l'immobilier de bureau, c'est un produit financier qui donc s'inscrit dans des mécanismes très particuliers, très complexes de financement et de marchés nationaux et internationaux. Mais si on prend un peu plus de recul, on peut se poser à terme
cette question de la volumétrie à anticiper sur le territoire, d'autant qu'avec la massification du télétravail, de grandes études nationales ont travaillé sur des perspectives de recul de besoins en surface et qui sont parfois assez massifs. Donc l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, a évoqué un recul en Île-de-France de l'ordre de 12%, ce qui pose la question du compactage éventuel de ces surfaces. Il y a d'autres cabinets récemment dans le monde, vous avez pu lire, comme Natixis ou CBRE, qui évoquent des reculs de 15 à 20% dans les 5 à 10 ans à venir, c'est-à-dire 10 millions de mètres carrés en trop, quelque part, en Île-de-France. Donc il y a une réflexion à avoir, il y a un questionnement sur les volumes. Le deuxième point en termes de prospective, c'est la question de l'immeuble lui-même. On a bien vu avec la crise Covid et également même avant crise, apparaître une transformation de l'immeuble lui-même, avec davantage d'espaces collaboratifs, de lieux de convivialité, un besoin d'immeubles identitaires où le salarié, quand il va sur site, il soit satisfait et il trouve un vivre ensemble. Et parallèlement, en lien avec la diminution du taux d'utilisation effective des bureaux, se pose la question de la désindividualisation des bureaux, voire parfois le passage en flex-office. Alors, il y a de nombreuses entreprises à Rennes qui se questionnent à ce sujet. Il y en a aussi beaucoup qui passent le cap ou qui vont passer le cap. C'est une transformation qui s'opère aussi dans les établissements publics, en lien notamment avec le rapport qui a été fait auprès du Premier ministre et qui porte l'ambition de supprimer l'immobilier hiérarchique, où on a une fonction, donc on a des mètres carrés de bureaux. Et donc l'objectif, c'est de revenir sur cette vision-là. Troisième point qui fait écho à cette question de l'espace bureau en lui-même, c'est la question du monitoring de ces espaces. Puisque les immeubles, ils sont conçus différemment, ils sont occupés différemment, et on voit bien que cette question du monitoring des espaces va devenir cruciale. Il faut savoir si, quand on va sur le site, le poste est libre, si on peut réserver la bulle Visio durant la matinée, etc., etc. Bref, certaines entreprises qui sont passées en flex office se rendent compte qu'elles ont besoin d'outils pour gérer mieux leur surface. Elles ont besoin d'outillage. Et d'ailleurs, il y a peut-être des startups dans cette salle qui ont des solutions à leur proposer. Donc c'est le monitoring des surfaces, mais c'est aussi le monitoring et la gestion technique des bâtiments en énergie et en fluide. Ce besoin, il fait écho aux engagements nationaux et collectifs concernant le climat, à la question de la flambée de l'énergie, mais également aux engagements des entreprises elles-mêmes dans leur cadre de leur responsabilité sociale et environnementale, et aussi dans l'obligation et les perspectives d'étiquetage énergétique des bureaux via le fameux décret éco-énergie tertiaire. Quatrième type de bouleversement engagé, c'est la façon de construire le bâtiment lui-même dans un cadre d'éco-conception, avec des matériaux à faible impact, les rafraîchissements passifs. Enfin, voilà, vous connaissez tous le panel de solutions qui s'offrent. On aura plein de bons exemples tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, éco-conception, il faut aussi, et territorialement, c'est une question qui se posera, c'est la question de la réhabilitation du parc ancien, qui va devenir prégnant avec justement la mise en place de l'étiquette énergétique, puisqu'en fait, le parc ancien, il peut très vite être déclassé et certaines zones d'activité pourraient être à terme hors marché. Cinquième point de questionnement, c'est celle de la prise de bail et de la durée d'engagement. Je dirais même la question de la souplesse qui est proposée aux chefs d'entreprise. Puisque l'immobilier tertiaire, il est en général encadré par le bail 369, qui offre une stabilité à la fois aux preneurs, aux bailleurs
et puis à toute la chaîne de l'investissement. Mais on voit bien poindre un besoin de souplesse. Ce besoin de souplesse, il surgit dans les espaces de coworking, hein, où on loue à l'heure, à la semaine, au mois. Il surgit aussi dans les hôtels d'entreprise qui offrent ce type de prestations, mais avec des coûts qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les entreprises, notamment aux jeunes entreprises. Alors, quelques petites diapos, voilà. Je reviens sur les espaces de coworking pour vous montrer juste quelques cartes de localisation de ces espaces qui sont maintenant très présents en Ille-et-Vilaine et tout particulièrement dans le cœur de métropole. On a actuellement 80 tiers-lieux de travail en Ille-et-Vilaine, une ouverture de 28 sites en 2 ans et une douzaine de sites en projet. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique. Ce n'est pas forcément la seule solution, la seule réponse à cette demande de souplesse et de flexibilité. Mais en tout cas, c'est une des réponses qui est développée territorialement. Donc on aura quelques exemples aussi de coworking tout à l'heure qui se présenteront comment ils innovent aussi. Et puis, 6e point, c'est la question de la localisation géographique des bureaux qui fait écho au métier d'agence d'urbanisme tout particulièrement. Puisque historiquement, on a une polarisation sur le cœur de métropole, hein, du tertiaire. Et la question prospective qui se pose, c'est celle d'un desserrement, d'une diffusion du bureau avec cette question de massification du télétravail et de points relais de bureaux dans d'autres territoires. On pourrait imaginer, bien sûr, qu'il y ait une diffusion dans des couronnes, dans des polarités secondaires, dans Rennes Métropole ou dans le pays de Rennes. Là aussi, c'est un sujet de questionnement. Hein. J'apporte ici plutôt des questionnements que des réponses, mais qui est aussi à évaluer avec le regard d'économie de foncier, hein, puisque vous savez tous que nous avons maintenant des axes qui sont portés par le zéro artificialisation net, qui sont donc des axes majeurs en termes d'urbanisation. Alors j'en viens à un zoom tout particulier que je voulais aborder avec vous et qui fait écho à une étude qui va sortir très prochainement à l'Audiard sur la question de l'impact du télétravail dans l'aire de Rennes. Donc, je ne vais pas vous donner l'ensemble des résultats, mais tout ce que je voulais vous montrer un peu, c'est l'exercice que l'on a fait pour voilà, vous poser 1 ou 2 grands chiffres et vous donner à réfléchir sur ces questions. Donc nous avons projeté les chiffres de la DARES, hein, la DARES c'est le ministère du Travail, sur une pratique moyenne d'au moins 1 jour de télétravail par semaine en considérant la structure des emplois locaux et des actifs locaux, en se disant que si le tissu économique rennais se comporte comme la moyenne nationale, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en fait, personne n'a de chiffres sur le télétravail, hein, il n'y a pas d'obligation déclarative de l'employeur. Donc, quand on fait cet exercice, on aboutit à un ordre de grandeur qu'on va essayer d'affiner, qui est de l'ordre de 45 000 emplois télétravaillés au moins une fois par semaine dans Rennes Métropole. Donc, c'est important d'avoir cette question de volume, puisque ça permettra par la suite de travailler un peu plus sur les impacts. Alors, quand on projette sur une carte les emplois télétravaillables dans le parc de bureaux, on constate qu'effectivement, on a des zones tertiaires où on a quand même des taux d'emplois télétravaillés très importants, hein, tout particulièrement par exemple à Talente-Chamblanc, où près de la moitié des emplois sont télétravaillables, ce qui voilà, pose question en termes d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité, enfin invente, ce qui permet d'inventer, de proposer de nouvelles solutions sur différents sujets. Donc, pour rappel, le taux moyen d'occupation d'un bureau par salarié, c'est 60% du temps, hein, considérant qu'il y a les réunions, les congés et les RTT. Quand on ajoute
à ces 60% du temps 1 ou 2 jours de télétravail hebdomadaire. À cette occupation et cette inoccupation de 40%, on voit bien que la logique économique, là, elle peut s'emballer sur cette question du compactage des bureaux dans le cœur de métropole. Donc c'est un sujet que l'on étudie à l'Audiard. C'est une réflexion que l'on entame, qui vont se poursuivre et qui vont associer les acteurs économiques. Donc vous serez très certainement sollicités pour nous aider justement à adresser ces différents questionnements et avoir quelques éléments de réponse plus précis. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage pour démarrer notre séance. Donc, on va reprendre un certain nombre de sujets lors des tables rondes. Merci Hélène. Donc, j'invite maintenant Sébastien Semeril, en charge de l'économie et de l'emploi, Rennes Métropole, à nous rejoindre pour nous donner un éclairage sur la vision de Rennes Métropole sur le tertiaire et aussi sur comment innover, comment émerger, comment faire pour montrer notre différence à Rennes Métropole et montrer qu'on est dans l'air du temps et qu'on a envie de faire bouger les lignes. Bon, merci avant tout, merci à vous de cette invitation et avec Yann Huomé, vice-président en charge du digital, que je crois vous connaissez peut-être un peu mieux puisqu'il est déjà intervenu dans vos cycles de conférences. Je me présente à vous, Sébastien Semeril, vice-président en charge de l'économie et de l'emploi à Rennes Métropole. Donc nous sommes ravis, au nom de la présidente Nathalie Appéré, de vous accueillir dans cette instance démocratique, puisque c'est ici que se réunit le Conseil de la Métropole chaque mois pour délibérer et tenter d'apporter quelques éléments matériels à cette vision que vous me demandez. Alors en très peu de temps, donc c'est quand même un challenge important, mais peut-être pour faire écho à ce que nous a présenté l'Audiard, c'est important de rappeler qu'effectivement, on est dans une situation complexe, en tout cas difficile à appréhender, puisque nous changeons de cap avec notamment ce fameux acronyme qui peut faire peur, mais que vous connaissez toutes et tous maintenant, le ZAN, Zéro Artificialisation Nette, et qui va amener évidemment, pour faire écho encore une fois aux usages, au questionnement de l'occupation de l'espace. Puisque vous le savez, la loi climat et résilience est venue, alors c'est la loi, hein, c'est pas une lubie de quelques élus têtus bretons, c'est la loi qui permet effectivement et qui oblige chaque territoire à envisager à horizon 20 ans une limitation drastique de la consommation des terres agricoles dans des finalités, évidemment, vous l'avez compris, écologiques et de sauvegarde du climat. En Bretagne, jusqu'à il y a quelques mois, nous étions en consommation agricole sur un rythme équivalent à 9 terrains de football par jour. Par jour. Ça permet d'imager peut-être un peu mieux ce qu'a été depuis l'après-guerre cette consommation agricole. Alors elle a répondu évidemment de manière parfaite au développement de nos territoires, à l'aménagement équilibré de notre région, et puis aux besoins que vous représentez, que vous initiez sur un certain nombre de territoires. Demain, c'est dans ce mandat-ci, alors demain 2020-2026, vous allez avoir des élus qui vont appliquer, intégrer ce ZAN dans les différents schémas d'aménagement, le SCOT que vous connaissez, et puis le PLUI. Et ça va s'imposer finalement dans les années qui viennent. Et la Bretagne étant toujours un bon élève, nous serons en avance sur notre temps. Et donc, par rapport aux usages, par rapport au télétravail, par rapport à la question de l'utilisation des bureaux et du tertiaire, vient s'ajouter finalement aussi une nouvelle contrainte, c'est que nous n'allons plus pouvoir, malgré des besoins, construire là où on le souhaitait et comme on le voulait. Et avec ce paradoxe, et on espère que ce paradoxe dure et perdure, c'est que cette région Bretagne vit un essor économique et démographique tout à fait formidable. À horizon 10 ans, hein, sur le territoire métropolitain, c'est 130 000 personnes en plus. Et donc, de fait, il va falloir les accueillir. C'est l'enjeu du logement, l'enjeu de l'accueil. Je sais que, cher Jean-Marc, un certain nombre de spécialistes de l'immobilier sont là et savent la difficulté que ça peut être aujourd'hui de construire. Parce que finalement, on est aussi bourré d'ambivalence. On est tous d'accord pour dire qu'il faut sans doute lutter efficacement contre les dérèglements climatiques et en même temps
quand il s'agit de densifier et de faire de la hauteur, surtout à côté de chez soi, eh bien, en tant qu'élu, et Yann Huomé pourrait confirmer en tant que maire, on sent de plus en plus une forme de résistance amicale, mais ferme, de la population sur ces densités. Et donc, on voit bien qu'on va avoir un vrai sujet dans les années qui viennent pour répondre finalement à notre développement, tout en intégrant les textes légaux et en essayant de limiter drastiquement notre consommation de terres agricoles. Et donc, ça veut dire que là, pour le coup, si je devais à ce moment-là vous féliciter d'avoir organisé ce travail en réseau, eh bien, c'est aussi pour répondre à ces enjeux et à ces problématiques que nous allons à connaître. Ça participe évidemment de l'application peut-être de la temporalité dans nos usages. Je m'explique. Depuis très longtemps, notre manière de penser le tertiaire, l'économie, les services, c'est plutôt sur une question géographique, une question d'aménagement. La temporalité peut être aussi très intéressante. Appréhender le temps d'occupation, le temps de déplacement. Vous connaissez tous et toutes les cartes isochrones qui déforment la carte de France quand on regarde les temps de trajet, par exemple. Eh bien, ça peut être aussi un outil formidable pour appréhender la question de notre futur développement. Vous l'avez dit, l'Audiard l'a rappelé, il va y avoir aussi un enjeu de renouvellement urbain, y compris pour le tertiaire. Notre boulot en tant qu'élu dans cette métropole, c'est de veiller à ce que les zones d'activité demeurent. Parce que vous savez que si vous laissez faire, elles se font grignoter très rapidement pour du logement. Parce que précisément, on a aussi un besoin grandissant en matière de construction de logements. Et donc ces zones d'activité, à un moment donné, elles vont sans doute aussi devoir être revisitées, regardées à nouveau par des opérateurs que vous représentez. Et peut-être que demain, les attributions de foncier pour des opérations de tertiaire eh bien, seront regardées, y compris dans l'occupation de l'assiette foncière. Je m'explique là aussi. C'est très breton d'ailleurs, parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse bretonne eh bien, ont des réflexes de bons gestionnaires. Mais quand vous regardez par exemple les parcelles qui ont été délivrées ces dernières années, vous voyez que finalement le siège, l'équipement, les espaces tertiaires, le local artisanal occupent finalement un peu moins de 50% de l'assise foncière. Peut-être que demain, il y aura des obligations pour que le bâti occupe 80% de ce foncier, pour ne pas dire plus. Peut-être aussi que de nouvelles fonctionnalités de bâtiments nous amèneront à repenser des extensions par le haut de bâtiments existants. Et puis, c'est aussi évidemment tout l'enjeu de la requalification de ces rénovations sur site, avec la question du réemploi des matériaux. C'est un sujet très important, y compris pour notre territoire. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a une très forte poussée démographique et économique, donc c'est plutôt encourageant, mais ça nous oblige aussi à trouver les bonnes solutions d'innovation. Et puis ensuite, c'est parce que nous avons tout simplement une très belle opportunité, qui est le site de la Jeannet, ancien site de Citroën, PSA et puis maintenant Stellantis. Vous savez que la collectivité, après les multiples crises autour de l'automobile, et notamment en 2015, a fait le choix d'acquérir avec la région Bretagne un certain nombre de terrains. Aujourd'hui, nous disposons à Rennes Métropole de 50 hectares sur ce site industriel qui est aujourd'hui plutôt préservé pour Stellantis, puisque vous l'avez entendu comme moi, le PDG de Stellantis a annoncé de bonnes nouvelles pour le site local, avec un recompactage, un passage au tout électrique, et donc une libération d'un certain nombre de sites que nous allons déployer, offrir finalement au territoire, à vous, acteurs, pour deux sujets majeurs, les mobilités décarbonées, parce qu'on est persuadé que demain, il y aura là aussi des innovations à imaginer précisément sur notre territoire, mais je la mets de côté parce que ce n'est pas forcément le sujet de la soirée. Et la deuxième, c'est la question des bâtiments, la question du BTP. Vous le savez aussi, c'est un secteur économique majeur pour notre pays, pour notre région. On le dit d'ailleurs très souvent, c'est un adage bien connu, quand le BTP va, tout va. Et il faut que ce BTP aussi prenne conscience qu'il est auteur dans le monde de 40% des émissions de CO2. Et qu'il va devoir travailler et tout simplement à des innovations de construction, à la mise en place de préfabriqués sans doute plus intenses,
la question des matériaux utilisés, des biosourcés, et puis surtout, le sujet qui nous occupe à la Jeannet, c'est la réutilisation des matériaux. Et je le dis parce que dans le tertiaire, il y aura ce même sujet. Et donc, en tout cas, sur le secteur de la métropole, sur Rennes Métropole, avec les élus que nous sommes et que nous représentons, nous mettrons à disposition de vous la possibilité justement d'expérimenter, parce que je pense que notre territoire se doit d'être exemplaire dans ces démarches. Et le boulot d'une collectivité comme la nôtre, c'est de mettre à disposition finalement les outils qui permettent ces innovations. Et je pense pouvoir dire que la Jeannet, c'est le cœur industriel de notre territoire de par son histoire, mais c'est aussi l'avenir finalement du développement de notre territoire, parce que c'est précisément le lieu industriel où on pourrait imaginer les innovations qui ont été dessinées à grands traits par le DIAR, par mon propos de ce soir, et qui devra nous amener forcément à imaginer les choses différemment dans les années qui viennent. Qui est intéressé pour étudier un projet sur la Jeannet? Levez la main. Ah, il y a des timides. Il y a des timides. C'est sûr que sur la Jeannet, c'est un beau terrain de jeu. On en a vu d'autres. On s'est croisés à l'inauguration de Cyberplace à Cesson. Donc, il y a une vraie volonté du territoire d'accueillir l'innovation au sein des immobiliers d'entreprise, faire attirer des nouvelles entreprises pour donner ce dynamisme attendu sur le territoire. Donc ça se traduit par la construction, la rénovation, la réhabilitation. Et on a vu qu'il y a une ambition forte de tous pour y arriver, et on a besoin de chacun d'entre vous. Oui, ça sera ma conclusion, parce que j'ai bien compris que c'était timé votre soirée. Nous allons avoir deux problèmes dans les 10 ans qui viennent, collectivement. Il ne s'agit pas de refiler la patate chaude seulement aux élus, parce que ça ne marchera pas, et ce n'est pas le tempérament breton. Deux sujets. Le recrutement et pas l'emploi. Je dis bien le recrutement. On va tendre de plus en plus vers le plein emploi, avec des taux de chômage qui sont déjà extrêmement bas par rapport aux moyennes nationales et qui vont devenir extrêmement frictionnels, pour ne pas dire inexistants sur certains territoires. Je pense à, par exemple, le pays de Liffré ou le pays de Vitré, par exemple. Alors ça, on pourra le traiter un autre soir. Et le deuxième sujet, c'est effectivement le foncier, parce qu'il va se raréfier de plus en plus. Aujourd'hui, dans les projets d'aménagement, et vous savez que la Bretagne est très habituée à la planification urbaine, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le ZAN va amener des changements lourds. Et donc, c'est évident que sur un territoire comme le nôtre, où on est habitué à travailler collectivement, il y a quelques mains qui se sont levées, mais j'imagine qu'il y en aura plus au moment du pot, eh bien, on a, à mon sens, l'expérience, l'expertise et les moyens pour réussir ces virages et ces transitions. Donc je ne suis pas inquiet, je suis même plutôt optimiste, à condition qu'on se retrousse les manches et puis qu'on fasse les choses dans le bon ordre, comme on est habitué à le faire dans cette région et ce territoire métropolitain. Merci en tout cas pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez applaudir. Merci. Donc j'invite sur scène Rémi de Batilab, qui va animer la première table ronde sur le sujet de l'innovation dans la construction, justement avec ses invités. Emmanuel de Sury, je t'invite à prendre le micro, il y en a peut-être un autre. Emmanuel de Sury de Soprema, Jean-Marc Trian du groupe Lamotte et Éric Lerognon de Fluiditech Bimeo. Merci Gaëlle, bonsoir à tous. Installez-vous. Alors on est extrêmement timé, donc trois interventions pour cette première table ronde. On va commencer avec Emmanuel de Sury, donc directeur de l'agence Soprema de Rennes, entreprise spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment, l'étanchéité, la couverture, le bardage, et le cœur de métier, c'est la construction métallique. Alors on a envie de discuter avec vous, Emmanuel, ce soir d'un projet que vous connaissez particulièrement bien, puisque ce sont vos propres locaux. Et il se trouve qu'il y a quelques années, vous avez été amené à les reconstruire complètement. Et à ce moment-là, on parlait plutôt BBC. Et vous vous êtes dit, finalement, nous, on fait de la construction métallique jusqu'on peut aller avec ce mode constructif. Et est-ce qu'on est capable d'atteindre une performance BPOS, bâtiment énergie positive? Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous décrire le projet, nous expliquer comment vous êtes arrivé
à atteindre cet objectif, si tant est que vous l'avez atteint? Alors effectivement, la genèse de ce projet, c'est 2007-2008. La croissance de Soprema exige l'agrandissement de nos locaux. Et à l'époque, le groupe Soprema, donc spécialisé effectivement dans l'enveloppe du bâtiment, commence à acquérir des entreprises de charpente métallique. Et se pose le problème, construire BBC, construction métallique, pont thermique, etc. Comment faire pour que la construction métallique ne devienne pas les hangars agricoles? Comment construire développement durable? Et pour anticiper les demandes de M. Semril, il faut innover pour construire mieux avec notre savoir-faire de construction métallique. Donc il y a un certain nombre de problématiques à traiter, comme les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, l'isolation, etc. Donc sur ce magnifique bâtiment situé ZI Sud-Est, 3 items grosso modo. Pour qu'un bâtiment soit performant, il faut qu'il y ait peu de déperdition. Donc voilà le b.a.-ba de l'architecte, construire un bâtiment compact, orienté plein sud. Grosse innovation dans ce bâtiment à structure métallique, c'est l'étanchéité à l'air. Il y a 10 ans, un bâtiment à structure métallique, c'était une passoire en termes d'étanchéité à l'air. Nous avons réussi à faire un bâtiment avec un coefficient de perméabilité très bon. À l'époque, BBC 2010, le logement individuel, on devait avoir un coefficient de 0,6, logement collectif de 1, le tertiaire 1,7 et puis bâtiment d'activité 2,5. Donc 1,7 pour du tertiaire. Nous, on a construit ce bâtiment avec une perméabilité à l'air de 0,16, donc 10 fois mieux que l'exigence d'un bâtiment industriel, d'un bâtiment tertiaire, alors même que c'était la construction métallique. On a traité les ponts thermiques, grosse problématique de la construction métallique, donc peu de déperdition. Deuxième point, peu de consommation. Ça, c'était moins notre savoir-faire, mais on a groupé un certain nombre de savoir-faire de partenaires. Chauffage avec capteur de présence, quand il n'y a personne dans la pièce, on baisse le chauffage. Luminosité avec capteur de luminosité, quand il n'y a personne dans la pièce, on baisse la luminosité. Ventilation double flux, etc. Ce qui aujourd'hui est évident, il y a 10 ans, c'était assez innovant. Donc, peu de déperdition, peu de consommation. Et une fois qu'on a un bâtiment peu déperditif et peu consommable, on met une toiture photovoltaïque et on a un bâtiment à énergie positive. Donc, un petit récapitulatif de ce qu'on a mis en œuvre. Des terrasses végétalisées. La terrasse végétalisée évite la surchauffe des toitures terrasses. Une toiture terrasse noire, ça chauffe vite. Terrasse végétalisée, évapotranspiration, ça fait une climatisation naturelle. Une toiture photovoltaïque pour apporter la production nécessaire à faire basculer en énergie positive. Bâtiment plein sud avec des brises soleil dimensionnées de façon à ce que, en été, le soleil est au zénith, les brises soleil font que les fenêtres sont à l'ombre. Fenêtre à l'ombre, elles ne chauffent pas. En hiver, le soleil est beaucoup plus bas sur l'horizon, passe sous les brises soleil, tape sur les carreaux qui ne sont pas traités anti-UV. En hiver, quand il fait 5 degrés dehors, on ouvre les fenêtres parce qu'on a trop chaud alors que tous les radiateurs sont éteints. Bardage photovoltaïque et l'étanchéité à l'air. Donc un bâtiment qui répond aux attentes en termes de performance. Vous m'avez dit, en préparant cet échange, les clés du succès, c'est que les entreprises participent à la phase de conception. Donc en l'occurrence, il s'agit de votre propre bâtiment, construit par vos propres équipes, c'est simple. Mais dans la vraie vie, comment est-ce qu'on peut associer les entreprises et est-ce que c'est le cas ? Alors effectivement, pour arriver à ce succès, déjà, un préalable, il faut que tout le monde se parle. Souvent, dans la construction, on fait appel à un architecte qui produit un projet, puis il le transmet à un bureau d'études thermiques qui essaye de faire rentrer ça dans les normes BBC, dans les normes RT, etc. Puis on transmet ça aux entreprises qui essayent de rentrer. Là, on a choisi de mettre tout le monde autour de la table dès le début. La première réunion de conception, on avait l'architecte et le thermicien côte à côte, et dès que l'architecte faisait un trait, le thermicien disait « oui, mais il faudrait ». Ils ont conçu ensemble. Autour de la table, il y avait aussi les entreprises de l'enveloppe du bâtiment. En l'occurrence, les entreprises de l'enveloppe du bâtiment, c'était moi. Ça simplifie les choses. Il y avait les utilisateurs. Les utilisateurs, l'avantage, c'est que c'était moi aussi. Il y avait le maître d'ouvrage qui paye, c'était moi aussi. Donc, autour de la table, nous étions 3 personnes physiques, mais 5 intervenants. L'architecte, le bureau d'études thermiques, les utilisateurs,
entreprise et maître d'ouvrage payeur. Donc tout le monde travaillant ensemble. En France, le bâtiment est très cloisonné et travailler tous ensemble, c'est assez compliqué et ça, c'est indispensable pour arriver à ce résultat. C'est voilà, c'est tous ensemble. Sur ce bâtiment, tout est interconnecté. Il faut que le bâtiment soit étanche à l'air. Pour qu'on puisse vivre dans un bâtiment parfaitement étanche à l'air, il faut qu'il y ait une ventilation bien dimensionnée. Il faut que les lumières soient bien gérées. Donc, il faut que les couleurs à l'intérieur du bâtiment, du carrelage et des murs soient pertinentes par rapport à ces capteurs de luminosité. Donc, en fait, tous les corps d'État doivent communiquer, alors qu'en France, on a l'habitude d'avoir chaque corps d'État qui fait son métier dans son coin, tous autour de la table. Donc ces clés de réussite apparemment ont été réunies. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années, 4 ans, 5 ans 10 ans. 10 ans que vous occupez On a les passé la locaux. décennale. Alors qu'en est-il de l'objectif BEPOS en termes de consommation? Alors, Positif, déficitaire? très largement positif. Donc, on n'a pas opté pour une certification livresque avec un tampon à la construction en disant votre bâtiment il est BBC. Le BBC théorique, on s'en fout. On a mis des compteurs énergétiques du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage et du photovoltaïque. Et donc, au mois le mois, on peut suivre. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, on constate que, en moyenne, sur les 10 ans, on a produit 140% de l'énergie qu'on a consommée pour le chauffage, la ventilation et l'éclairage. Donc, le bâtiment est très largement positif. Ça marche. Merci beaucoup Emmanuel pour ce premier témoignage, c'est extrêmement timé, donc tu avais encore beaucoup de choses à dire, je le sais, donc n'hésitez pas à aller l'interroger tout à l'heure. Économiquement, c'est rentable. Retour sur investissement, 10 ans pour un bâtiment qui va durer longtemps. Je vous propose de passer la parole à notre deuxième intervenant, Jean-Marc Trian. Vous êtes donc président du groupe immobilier Lamotte, groupe familial, breton, en tout cas né en Bretagne, avec aujourd'hui un déploiement sur l'arc atlantique, à la partie ouest de la France et dans les métropoles parisiennes et lyonnaises. Quelques chiffres clés, donc, en termes de production, 1500 logements par an, environ 40 000 mètres carrés commercialisés. On aimerait discuter avec vous plus particulièrement aujourd'hui d'une opération particulièrement innovante qui s'appelle Bois Lilas et comme son nom l'indique, un programme ambitieux dans la mise en œuvre de ce matériau bois. Donc on est sur un programme en R+6, un peu moins de 7000 m², 600 m² de commerce, du stationnement en sous-sol. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter ce projet, nous dire où il en est? Je crois que le chantier a démarré il y a quelques semaines à peine. Et voilà, nous décrire vos ambitions en tout cas sur ce projet-là. Voilà, donc un projet ambitieux et puis un projet qui verra... en fait, le siège Lamotte sera bientôt sur ce projet, donc c'est aussi important pour nous de montrer qu'on est capable de réaliser ce type de projet. Alors, si on peut voir quelques photos, donc là, je vous ai mis quelques données chiffrées, des coûts au mètre carré, hein, puisque c'est quand même relativement important d'en parler. Nous, promoteurs immobiliers, on fabrique des bâtiments pour qu'ils soient achetés, loués, utilisés, et donc on est toujours extrêmement sensible au coût du bâtiment. Et donc là, un bâtiment qu'on va dire en bois, mais en fait j'aime bien le mot hybride, parce que en fait l'innovation dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment hybride, puisque les infrastructures sont en béton, donc le rez-de-chaussée, le sous-sol évidemment, et puis les noyaux centraux, et puis on a une grande partie du bâtiment qui est en lamellé collé, les poutres, les planchers, avec du pain et de l'épicéa français. Et puis, on a, puisque les retombées de poutres étaient relativement importantes, on a dû mettre en collaboration avec notre bureau d'études Aegis et l'architecte Isabelle Hérault, on a travaillé sur des poutres acier. Donc, on a véritablement un bâtiment hybride qui utilise au mieux chaque matériaux qui étaient à notre disposition. Et donc je pense que c'est là l'innovation sur ce bâtiment, parce que ça nous permet de faire énormément de construction hors site, hein, puisque les poteaux, les planchers, les façades ont été fabriqués en usine. Et puis on a bien sûr de l'économie de ressources, puisqu'on utilise moins de béton. Donc je ne vais pas revenir sur toute notre responsabilité sur ces sujets-là. Donc
énormément de construction hors site sur ce bâtiment. Donc, vous voyez un peu le niveau, un impact sur la vie rennaise, sur le chantier extrêmement diminué, et une rapidité d'exécution hors norme. Donc aujourd'hui, la construction bois, l'innovation en fait pour le groupe Lamotte, c'est relativement important parce que je vous ai mis derrière en dernier slide la somme les projets que nous avons actuellement en réalisation pour notre activité. Globalement, 4 projets plus un projet que nous avons en collaboration avec Nexity qui se trouve à Rennes d'ailleurs, qui s'appelle le Bois à Rennes. Ça va faire entre 7 et 10% de notre production annuelle qui va se tourner vers cette production, on va appeler bois ou hybride. Et donc aujourd'hui, nous on est confrontés à la construction de cette filière. On est confronté à ce que vous disiez tout de suite, Sébastien, à ces problèmes de main-d'œuvre, de matière, de filière bois, puisque là, on parle de bois lilas avec son bois français, ses pins, cet épicéa. Mais en fait, on voit bien que la filière n'est pas du tout prête aujourd'hui. Donc c'est notre rôle, évidemment, de l'initier. On va aller à pas cadencé. On ne peut pas non plus bouleverser un certain nombre de rythmes industriels obligatoires. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez tout de suite. Donc là, le bâtiment s'est fait... D'habitude, nous, on travaille en corps d'état séparé, hein, puisque c'est ce qui nous permet d'optimiser nos coûts. Et nous, on considère la vitesse sur nos chantiers et maîtriser la qualité. Là, on a travaillé avec un groupement d'entreprises, CNR pour la partie infrastructure, sous-sol, rez-de-chaussée et puis noyau, ascenseur, escalier de secours. Donc CNR, la société Brillant, la société vendéenne qui fabrique, dont le métier est la charpente bois en grande quantité, hein, puisqu'on est aussi confronté en France à ce problème des entreprises, des charpentiers. Il n'y a pas beaucoup de charpentiers capables de fabriquer des bâtiments de ce type-là. Et puis, pour finir le groupement, Alurenais, qui est une entreprise donc rennaise, qui a travaillé sur les menuiseries. Et donc, ces 3 entreprises ont travaillé ensemble, en synthèse, pour nous fournir cet objet dans lequel il y a un certain nombre d'innovations. Alors, l'entreprise Brillant m'a demandé de ne pas parler d'innovation précisément, hein, puisqu'il y a des petits secrets de fabrication, mais il y en a. Donc, c'est à la fois de l'innovation pour nous, puisqu'on a mêlé le béton, le métal et le bois, et les charpentiers industriels, hein, les grands charpentiers, continuent eux aussi à innover petit bout par petit bout, parce que je répète aussi que on est en France extrêmement... nos consommateurs, les utilisateurs de bâtiments sont extrêmement protégés par les garanties décennales, les DTU, la façon de construire, et rien n'est fait actuellement pour faciliter l'innovation dans ce type de choses. Alors il se trouve là que vous et nous, on est propriétaires des bâtiments, donc s'il y a un petit problème, on n'ira pas chercher la petite bête en termes de garantie, mais il faut qu'on ait tous en tête que ces DTU, ces process, ces habitudes ne sont pas mises en adéquation avec l'obligation d'avancer. Donc tout ça, ça va mettre beaucoup de temps, probablement une dizaine d'années avant qu'on ait l'habitude de construire de cette façon-là. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vous propose qu'on finisse ce tour de table avec Éric Lerognon, donc gérant de Fluiditech, entreprise installée dans le Morbihan et à Rennes, spécialisée dans les missions d'ingénierie thermique et de fluide pour le secteur du bâtiment. Donc vous réalisez des études réglementaires, vous travaillez sur de la conception passive, vous réalisez des audits énergétiques. Mais ce sur quoi on a envie de vous entendre ce soir, c'est plutôt sur un sujet que vous avez développé depuis quelques années, avec des compétences autour de la conception numérique et du BIM. Est-ce qu'on peut commencer, Eric, avec, en quelques mots, réexpliquer ce qu'est le BIM ? Merci Rémi. J'ajouterai aussi que je suis président de Bimeo, qui est une start-up rennaise qui accompagne
le digital dans le bâtiment. Donc le BIM, c'est un process. On ramène toujours le BIM à un fichier, à une maquette, à quelque chose, mais il faut bien comprendre que c'est un process. Et c'est un process qui structure la donnée technique du bâtiment dans toutes les étapes, que ce soit de conception, de réalisation et surtout de maintenance. Et on oublie trop souvent que c'est la maintenance qui fait la richesse et le retour sur investissement du BIM. Alors, quelle est la valeur ajoutée du BIM pour un maître d'ouvrage et pour, plus précisément aujourd'hui, pour un promoteur, quand on parle d'un projet en tertiaire? Alors, j'ai déjà entendu beaucoup de choses depuis le début de l'intervention. On a parlé éco-conception, on a parlé PLEI, on a parlé développement, intégration dans les quartiers, on a parlé éco-conception, on a parlé collaboratif, tous ensemble. En fait, le BIM, c'est la clé de voûte de tout ça. C'est mettre le numérique au centre de toutes ces actions. Vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas faire de l'éco-conception, faire des aménagements urbains, faire des bâtiments performants si vous n'avez pas, à un moment donné, une donnée qui est structurée et qui est partagée par tous. Ça s'appelle le BIM. Donc, on le sait, je sais, le groupe Lamotte, etc., sur les grosses constructions, l'emploi déjà, parce qu'il y a les moyens. Mais je veux le dire aussi ici, nous, on est un petit bureau d'études, ça se fait aussi sur les petits programmes. Il ne faut pas intellectualiser le BIM, il faut le rendre hyper pratique. Et d'ailleurs, de plus en plus dans notre métier, on ne parle plus de BIM, on parle de numérique. Parce que le BIM a fait fuir déjà tous les acteurs du bâtiment, parce qu'à chaque fois qu'ils lisent un truc, ils s'en vont. Vous rigolez, mais c'est vrai. Hein. Allez voir un artisan, dites-lui, parlez de lui du BIM, il va vous claquer la porte au nez. Parlez de numérique. Et c'est accessible à tout le monde. On en a fait la preuve par le retour d'expérience, et on en fait tous les jours la preuve par le BIMEO, parce qu'on développe des outils pour tous les acteurs du bâtiment. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur ce retour d'expérience? Donc, il s'agit de bâtiments de bureaux situés à Bru. Il y a encore des plateaux disponibles, je peux citer, c'est l'iPark 2 à Bru, hein, qui est un investissement d'un promoteur privé, du tertiaire. Donc on l'a complètement conçu avec Coméode, qui est la maîtrise d'œuvre, en 100% BIM. Donc il date de 2018, donc ça fait déjà 4 ans. Donc c'était un apprentissage de tous ces acteurs, de l'acteur de la conception. On n'est malheureusement pas allé jusqu'au BIM exécution. Ça c'était voilà, le maître d'ouvrage qui souhaitait à un moment donné s'arrêter parce que c'est un engagement assez fort de partir sur le numérique. Et à l'époque, il n'avait pas cet engagement. Mais aujourd'hui, ce retour d'expérience nous a permis de constituer une équipe. Hein, tu parlais tout à l'heure d'équipe aguerrie parce qu'on ne dit pas on le fait et puis on appuie sur un bouton. Hein. Il faut quand même des habitudes, il faut définir les méthodologies, il faut utiliser les bons outils. Donc ça, ce retour d'expérience est typiquement pour apprendre à une équipe à travailler ensemble sur un modèle numérique. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un visuel pour compléter. Oui, alors c'est quelques visuels d'ordre technique. Voilà. Merci beaucoup Eric pour ce retour d'expérience. Juste, si tu me permets, parce que j'ai encore 2-3 secondes, je voudrais aussi signaler et apporter un retour d'expérience sur la rénovation. On en parlait, le parc, il va falloir le rénover, peut-être changer ses usages. Le BIM s'applique aussi à la rénovation et c'est aussi un des axes de travail de BIMEO. On sait aujourd'hui réaliser une maquette numérique de l'existant en quelques minutes avec des outils simples. Donc je vous invite tout à l'heure à venir me voir pour en discuter. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, donc vous pourrez les poser tout à l'heure. Merci. Quelqu'un a oublié son téléphone. Hop, tac. Je reprends la parole pour la prochaine table ronde qui concerne la réhabilitation. Hélène en a parlé, sujet crucial. Donc, j'invite Jocelyn Denis de la fabrique Digitaléo, Mamard de Citédia qui vient nous parler de la brasserie Saint-Hélier. Bah, écoute, mets-toi par là. Et Norbert Ray, son architecte, donc de ADIM, du groupe Vinci. Alors, bah, mettez-vous là, monsieur. Hop. Très bien. Impeccable. Ben, bienvenue. Donc, c'est un sujet de la plus haute importance, n'est-ce pas? Donc, réhabilitons ensemble. Donc, Jocelyn était précurseur parce qu'il y a à peu près 10 ans, il a eu un peu l'idée folle d'aller dans un quartier où il n'y avait pas grand-chose, ça se construisait, il y avait beaucoup de boue.
et il s'est dit, moi j'ai envie d'implanter mon entreprise ici, et en plus de rénover un bâtiment ancien, donc il n'a pas choisi la facilité. Donc qu'est-ce qui t'a pris? C'est grâce à Rennes Métropole qui m'a envoyé en éclaireur à l'époque. Non, à l'époque, en fait, j'allais m'inspirer dans la Silicon Valley chaque année avec certains de mes collègues du numérique, grâce à Bretagne Commerce International. Et puis, j'ai découvert ce qu'était un incubateur, des accélérateurs, etc. Tout ça n'existait pas en France. Et modestement, je me suis dit, tiens, il faudrait que je ramène un petit bout de Silicon Valley à Rennes. Et je commençais à réfléchir à créer un siège social. À l'époque, j'étais à Carlan. Et Rennes Métropole, je vais aller voir pour essayer de trouver un terrain pour faire construire à Carlan. Et en fait, en discutant avec la direction économique de Rennes Métropole, il me dit écoutez, il y a un quartier dans Rennes avec des friches industrielles, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et c'était exactement ce que je cherchais, mais je ne connaissais pas ce quartier, qui était à l'époque encore fermé à l'accès. Et j'ai découvert ce bâtiment avec un style architectural exceptionnel qui me fait penser à des entrepôts déjà de ma ville natale, mais en plus... On n'a pas mis de photos. Oui, donc je suis désolé, j'ai pas fait les slides, mais bon, vous connaissez sans doute la fabrique. Ou sinon, je vous invite à venir. Tu peux rappeler le quartier? Donc c'est la Courrouze, c'est l'ancien arsenal de Rennes, et donc où le groupe Lamotte construit aussi. Et donc j'ai eu un coup de cœur architectural, et puis je me suis dit, il y a des grands volumes, donc ça va être très agréable pour les équipes, et puis on va pouvoir créer un lieu d'échange et de mixité pour que les gens puissent entreprendre dans ce lieu. Il faut savoir que moi j'ai démarré dans un grenier à Bru pendant 2 ans. J'ai failli arrêter au bout de 9 mois parce que je me retrouvais tout seul et j'ai souffert de la solitude. L'effet start-up. Voilà. Et je me suis dit, tiens, un jour, si je peux mettre plusieurs entrepreneurs ensemble dans un même endroit, au moins on créera des rencontres, des opportunités et ils n'arrêteront pas leur projet. Donc c'est comme ça que ça a germé. Et puis après, en fait, j'ai rencontré le propriétaire du lieu, grâce à Rennes Métropole, qui était un privé. Je suis arrivé au bon moment, en fait. J'avais quand même validé que la ligne de métro allait arriver. Elle arrive. Et donc, je suis désolé d'en été parler, mais c'est vrai, près. c'était important parce que c'était un point important pour l'essor du quartier. Et j'ai nul doute qu'il va arriver, j'ai aucun doute. Et donc, c'était un bon emplacement aussi. Et puis, en fait, comme je me suis, alors je suis pas un spécialiste de l'immobilier, donc comme j'ai racheté en VFA un promoteur, j'ai pu être accompagné pour la rénovation, qui était quand même un gros sujet. Et au final, on arrivait à avoir un prix de revient au mètre carré qui était très intéressant, parce que des grands volumes, donc on a pu créer des mètres carrés dans les grands volumes, et donc arriver à un prix de mètre carré très intéressant au final. Donc au final, c'est une belle réussite. La fabrique est pleine, je rêve de l'agrandir. Donc il va falloir jouer avec Rennes Métropole si c'est possible. Mais en tout cas, parce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir 3 000 à 4 000 mètres carrés de plus, je les remplirai sans souci. Les locataires sont très fidèles. Et puis on échange beaucoup entre nous, donc c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un lieu de séminaire aussi. On a plus de 100 événements par an avant le Covid. C'est plus qu'un local de bureau. Ouais, en fait, une des innovations, c'était le modèle économique, qui était un modèle à la fois de flex office, où j'ai amené de la flexibilité, et finalement ça marche bien, ils sont très fidèles. Donc pas forcément du bail 369 pour tous les locataires. Un lieu de rencontre avec des séminaires dedans, donc plus de 100 événements par an. Et puis je pense qu'on était le premier ou dans les premiers sur le territoire à faire ça. Et puis bien sûr j'avais ma locomotive avec mon siège social, mais ça permettait pour l'entreprise aussi, mes équipes, d'avoir un lieu atypique, donc très utile pour la marque employeur, pour attirer, etc. Et aujourd'hui c'est un vrai sujet. Mais en plus un lieu de rencontre avec d'autres. Et puis bien sûr c'est que des entreprises qui sont dans le digital, donc ça crée un bel écosystème. Merci beaucoup, c'est remarquable. Donc il y en a d'autres qui arrivent, qui feront la même chose ou encore différemment. Merci Jocelyn. On donne la parole maintenant, Marine, à Mamar, qui va nous parler, donc Mamar de Citédia, qui va nous parler d'un très beau projet aussi, qui a pris vie il n'y a pas longtemps, donc la brasserie Saint-Hélier. Et j'ai demandé à Mamar de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire d'innovant sur ce qui s'est passé dans cette brasserie réhabilitée. Bonsoir à toutes et tous. Je pense que c'est un lieu que vous connaissez tous, toutes, qui a mis un peu de temps avant d'avoir une nouvelle vie. Et cette brasserie qui accueille des entreprises, un restaurant depuis maintenant quelques mois. Je vais vous raconter rapidement son histoire. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique de la brasserie depuis sa création il y a maintenant quelques décennies.
C'est un lieu qui a été un site industriel pendant plusieurs décennies, qui a fermé en 2003, qui ensuite a été conservé, en tout cas la partie halle, qui était l'ancienne halle d'embouteillage de la brasserie Cronenbourg, a été conservée. C'était en tout cas un souhait de la collectivité, de la ville de Rennes, de faire en tout cas de conserver ce lieu dans le cadre d'une ZAC. Et c'est un site qui a été racheté en 2013 par Citedia. Et à l'époque, il fallait beaucoup d'imagination au moment de l'acquisition de ce site-là. Il fallait beaucoup d'imagination pour le transformer. Et ça a été une longue réflexion qui a été menée par Citedia en lien avec les services de la ville de Rennes. Et cette transformation, elle a connu une première étape qui a été de travailler sur la reprise de la structure, sur l'étanchéité, sur la sécurisation. Et puis, il y a eu une première rencontre, avec une entreprise qui s'appelle l'Agence des Clics. Et cette agence, qui est un cabinet spécialisé en RSE, est venue nous voir un jour en nous disant: vous êtes propriétaire d'un lieu qui s'appelle la Brasserie Saint-Hélier. On a un projet, l'envie d'avoir à Rennes un lieu des transitions, un lieu ouvert autour des thématiques de la RSE, autour des thématiques environnementales. Et il se trouve que ce lieu-là, il s'y prête plutôt bien. Et donc, cette rencontre qui a eu lieu en 2018 avec l'Agence des Clics, ça a été le début de ce projet de la Brasserie Saint-Hélier autour des transitions, et structuré en trois sites, 3 lieux. Une halle événementielle, avec l'objectif d'y accueillir des événements autour de ces thématiques de la transition et autour de l'engagement citoyen. Un restaurant qui s'appelle La Cantine, qui est aussi un clin d'œil à l'histoire de ce lieu, de ce site industriel, et dans lequel 2 cuves de micro-brasserie ont été installées. Et donc c'était aussi un clin d'œil à l'histoire du lieu. Et puis la partie tertiaire qui s'appelle le studio, qui est un site qui a été conçu non pas en charpente métallique, mais en charpente bois, et avec une toiture végétalisée, pour faire en sorte qu'il y ait sur ce site-là en tout cas la meilleure inertie thermique possible. C'est donc un site qui aujourd'hui vit, qui donc a été inauguré en fin d'année 2021, que Sébastien connaît très bien en tant qu'ex-président de Citedia, et donc qui a suivi toute l'histoire de ce lieu-là. Donc c'est 3 espaces, 3 sites, avec de la mixité, de la complémentarité, une halle événementielle, un restaurant, et puis un espace tertiaire avec 6 entreprises qui sont aujourd'hui installées sur ce site-là. Une conception des espaces qui a été pensée avec les futurs occupants, puisqu'on a eu la chance d'avoir très tôt les futurs occupants de cet espace-là, et avec une part importante d'espaces communs pour éviter que chacune des entreprises recrée les espaces communs, une cafétéria commune, des espaces de vie communs, pour permettre également à ces entreprises de travailler ensemble. Des entreprises qui ont été sélectionnées par Citedia sur la base des projets présentés. Donc il y avait l'Agence des Clics qui était évidemment installée, et puis les autres entreprises, qui sont des entreprises à impact avec une dimension RSE extrêmement forte, extrêmement poussée. Et on espère en tout cas que ce lieu vive le plus longtemps possible. Merci beaucoup. En tout cas, ils ont un carburant sur place dans la brasserie. Et apparemment, il y a une ambiance déjà géniale dans le lieu qui prend vie. Merci beaucoup, Mamar. Nous restons dans le quartier de la Gare, un petit peu plus bas. Et nous allons à la rencontre de l'îlot Solferino. Donc là, nous ne sommes pas dans une réhabilitation de bâtiment, mais on travaille sur la réhabilitation du quartier de la Gare dans un endroit emblématique important. Donc Norbert va nous parler avec Brice de ce projet de l'îlot Solferino. Merci.
Merci beaucoup. On parle de réhabilitation. Nous, on va parler d'anticipation. L'anticipation par la réversibilité. Donc, on est sur un projet où nous, on va quitter la Courrouze pour se recentrer au centre de Rennes, avec une ambition qui était assez forte, c'est de faire de cet outil un outil réversible. Je vais laisser Brice vous expliquer, donc Brice qui représente l'agence Parc Architecte qui nous accompagne sur ce sujet, mais qui va nous expliquer un petit peu les enjeux de la réversibilité. Et pour moi, la réversibilité est certainement le moyen aujourd'hui de contourner l'obsolescence de nos bâtiments. C'est un vrai souci. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. ce qu'est l'obsolescence. Donc c'est pour contourner cette obsolescence, on va construire déjà un ouvrage conçu pour changer d'usage, changer de destination et anticiper avec toutes les problématiques de réglementation qu'on doit mixer puisqu'on va changer d'usage. Donc différents codes de la construction, de l'habitat, du travail qu'on doit mixer dès le départ. Je vais le faire. Merci Norbert. Alors, ok. Donc quelques visuels qui illustrent un peu le projet qu'on a développé avec le groupe Vinci et l'ensemble de projets. En fait, anticiper la réhabilitation, anticiper la réversibilité, ça veut dire se poser la question de comment est-ce qu'on va installer des choses assez élémentaires qui vont permettre au bâtiment d'exister plus longtemps et qui va dépasser finalement le cycle économique du produit financier qui est le tertiaire, on l'a évoqué un peu au début, qui sont des cycles en somme toute assez courts en fait. Et en fait, c'est par des actions finalement assez simples où on a cherché à proposer sur ce bâtiment. À l'époque, il y a eu le gaz à tous les étages, et là on a proposé en fait des balcons à tous les étages. Ça paraît finalement assez simple comme ça, mais déjà installer dans un bâtiment de tertiaire des balcons disponibles à tous les étages sur le pourtour de celui-ci, c'est anticiper la possibilité de ce bâtiment d'accueillir des logements. Première chose. Donc c'est de passer à un moment donné de bureau sur un plateau à segmenter en logement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il nous est aujourd'hui impossible de déterminer quand, voilà, mais c'est offrir cette possibilité-là. Alors, c'est aussi offrir d'autres possibilités, parce que finalement, c'est un double effet. Ça permet d'amener quelque chose qui est très domestique dans l'espace du bureau. On parlait tout à l'heure aussi de la problématique du télétravail et comment finalement créer des lieux de travail agréables. Et en fait, c'est redonner un lien, redonner une situation de caractère domestique dans le bureau. On peut ouvrir la fenêtre, faire un pas, sortir, prendre l'air, changer de point de vue, passer un coup de fil, plutôt qu'aller passer un coup de fil dans une boîte, vous voyez, juste le faire dehors et se reconnecter avec l'environnement. En fait, c'est changer un peu des habitudes comme ça. Et pour ce faire, sur ce projet, on a donc, j'ai un peu parlé des... Ah zut, j'ai pas fait la bonne manip. Marine va te mettre. Voilà. Ah voilà. Surprise, c'était la suivante. Voilà, donc là, une illustration c'était celle d'avant, voilà, celle des balcons qui finalement amène une situation de bureau un peu particulière. Et c'est également raisonner un bâtiment, et on a proposé ça dans le cadre du concours, en fait, réfléchir au bâtiment et à sa future mutation. On voyait ici au-dessus un plan d'aménagement de bureau, on va dire, d'open space, on va dire, classique avec quelques bulles, et le plan d'en dessous qui illustre une possibilité d'installation de logement. Alors ça pose des questions d'échelle urbaine. Quelle est la bonne épaisseur du plateau de bureau? On doit quitter nécessairement le traditionnel 18 mètres, très efficace, mais le réduire un peu. On est plus sur 16 mètres, mais on peut trouver comme ça des logements qui deviennent pertinents. Et c'est aussi penser le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire qu'on travaille pour le groupe Vinci, ils ont un savoir-faire du béton, et le challenge justement c'était d'utiliser le béton juste en quantité nécessaire pour faire des plateaux et profiter de cette inertie, travaillant de l'active comme une grande étagère comme ça, qui va être capable d'accueillir différents ouvrages. Une étagère peut accueillir des livres, des objets, ici on accueillera des gens qui travaillent ou des gens qui vont vivre. Et on vient placer des façades en bois, donc on ramène en fait des matériaux biosourcés qui permettent de compenser l'ensemble carbone du bâtiment. Voilà un peu la stratégie qu'on a développée. Je repasse la parole.
vous parliez d'obsolescence. Comprendre l'obsolescence urbaine, c'est plusieurs enjeux. Alors les enjeux, ils sont nombreux, on pourrait en parler des heures, donc on va faire très très court parce qu'on est timé. L'obsolescence, il y a l'obsolescence d'usage, il y a l'obsolescence énergétique. L'obsolescence, c'est tout simplement quand notre outil n'est plus viable et n'est plus intéressant. On va avoir une notion un petit peu d'argent avec nos investisseurs qui aujourd'hui se disent ben, moi mon bâtiment il faut qu'il dure aussi dans sa valeur. Aujourd'hui, le fait de rendre un bâtiment réversible, c'est donner de la valeur sur un cycle de vie beaucoup plus long à un bâtiment. Donc nos investisseurs aujourd'hui y croient, ils sont demandeurs de ça, donc il faut les accompagner par rapport à ça. Et donc tout ce qu'a expliqué Brice aujourd'hui, c'est vraiment réfléchi. On y réfléchit aussi en essayant d'intégrer des notions de bois, des notions vraiment très fortes qui sont dans l'air du temps, de biosourcés. Tout ça, c'est gage d'une obsolescence qui n'est pas du tout programmée. On est vraiment sur une durabilité beaucoup plus longue. En fait, le fait de construire un immeuble qui est réversible, qui peut abriter plusieurs usages, tout au long de sa vie, c'est donner une valeur beaucoup plus durable à l'immeuble et également garder le caractère social de la ville, puisque là on est vraiment cœur de ville pour notre immeuble. Voilà, je vais en rester là, mais je vous invite à nous interroger si besoin. Ça bouge du côté de la gare, parce qu'on n'en a pas fini, on a encore un beau projet tout à l'heure. Merci beaucoup à tous pour votre intervention, votre belle énergie. J'invite maintenant Denis Tellier de Excense qui va venir animer la prochaine table ronde sur le sujet de l'immobilier d'entreprise. Donc on a parlé conception de bâtiments, on a parlé rénovation, maintenant on va parler plus d'usage au quotidien. On va raisonner un petit peu même beaucoup avec l'introduction qu'on a eue de l'Audiard. Donc vous aviez parlé notamment de besoin d'outils de monitoring, vous aviez parlé de lieux identitaires, vous avez parlé aussi de trouver des nouvelles solutions quand les espaces de coworking, les hôtels d'entreprise ne suffisent pas. On va parler de tous ces sujets-là. Et donc là, j'ai le plaisir d'accueillir pour parler d'abord d'un premier projet Hélène Jaffrelot, qui est directrice de Novapulse. Alors je précise, c'est Novapulse, une filiale de Sodero Gestion, qui est le fonds de gestion de la Caisse d'épargne. Si je précise, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est parce que c'est dans les contraintes de votre métier au quotidien, vous nous expliquerez ça. Et puis Olivier Le Foll, voilà, qui après une carrière dans des entreprises internationales des télécoms, a créé son entreprise Twin6, et qui fait une solution justement de monitoring, mais qui va bien au-delà et qui va nous expliquer justement comment sa solution innove dans le monitoring des locaux au quotidien. Olivier, je vous laisse présenter votre solution. Alors, vous avez la petite zapette ici pour si vous voulez faire avancer avec les slides. Merci. Et puis voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'écrans partout devant les bureaux pour réserver, pour voir si les locaux sont disponibles. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre solution et qu'est-ce qu'elle a d'innovante par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Ok, merci pour l'invite. Et puis bonsoir à tous. Donc je m'appelle Olivier Le Foll, je suis le président de Twin6, donc une jeune start-up basée à Lannion. Alors s'il vous plaît, ne me demandez pas de choisir entre Guingamp et Rennes. Voilà. Donc chez Twin6, en fait, on développe des outils numériques pour la gestion des espaces de bureaux partagés. Alors ça pète. C'est bon? Non. Toc. Un coup encore. Hop. Et on revient en arrière. Voilà, c'est bon. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des outils numériques qui s'adressent en fait à trois cibles. Les espaces de coworking, et là on va être plus sur la rentabilité. On va s'adresser aussi aux pépinières, aux incubateurs, aux hôtels d'entreprise, et là on parlera plus d'attractivité. Et ensuite, quand on propose notre application en fait aux entreprises, là on est sur la thématique du RSE, sur la thématique de la qualité de vie au travail, et puis des économies d'énergie. Alors ce qu'on fait, voilà, non ça, voilà, ça va venir. Hein. Je suis dans le numérique, mais j'ai du mal avec les zapettes. Voilà, donc en fait nous on fait, comme je vous disais, alors pour faire très simple, c'est comme si on faisait du Google Maps
pour les bâtiments, et puis on s'adresse aux entreprises. Voilà. Donc c'est une application de cartographie dynamique que vous avez sur plusieurs types de supports, sur smartphone, sur PC. Vous pouvez avoir ça sur des écrans muraux ou sur des bornes tactiles interactives à l'entrée des espaces. Donc vous voyez, c'est de la cartographie. Et en fait, les 4 principales fonctionnalités qu'on va avoir, je les ai représentées ici. Alors, premièrement, alors pour vous, c'est voilà, en haut à gauche. C'est de la cartographie dynamique et interactive. Vous allez avoir un plan, vous allez voir les bureaux libres, occupés, vous allez pouvoir réserver des salles de réunion, etc. Voilà, donc cartographie dynamique. Donc en bas à gauche, donc voilà, on est sur la planification et la réservation des espaces. Ensuite, je passe en haut à droite, donc là, on est plus sur de la détection de présence, parce qu'on va voir que la réservation des espaces, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Notamment dans quelque chose que vous avez peut-être rencontré, des gens qui vont réserver une salle et qui ne vont pas se présenter. Et ben nous, grâce à la détection, on va pouvoir en fait gérer ce qu'on appelle les no-shows, c'est-à-dire la personne a réservé, n'est pas présente, on libère, comme ça quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Donc ça vient grâce à la détection de présence. Donc on le fait avec de l'IoT, de l'intelligence artificielle, etc. Et enfin, en bas à droite, pour vous, donc des statistiques d'utilisation des espaces. Donc là, on s'adresse en fait aux gestionnaires de bâtiments qui vont, grâce à ces statistiques, pouvoir par exemple réaménager leurs espaces, savoir quel jour les personnes sont en télétravail, enfin ce genre de choses. Et en fait, je vais pas en dire beaucoup plus, parce que je vais passer la main à Hélène, qui utilise notre solution et qui va vous dire quels sont les atouts et ce qu'elle en fait. Voilà. Donc nous, on a un superbe grenier au 8e et 9e étage de l'immeuble Identity One Gare Sud. On est donc à la fois les investisseurs de Sodero Gestion, donc gestionnaire de fonds de la Caisse d'épargne, et puis l'équipe Novapulse et 12 startups que l'on accompagne dans leur accélération. Donc 14 équipes qui doivent se partager des salles de réunion, des îlots de bureaux, 14 équipes avec des géométries présentielles d'équipes très variables, des besoins en termes de sécurité informatique, etc., tout aussi variables. Vous imaginez mixer les startups et une filiale de la Caisse d'épargne dans les mêmes locaux, c'est un joli festival à gérer. On a fait le choix de tester Twin6 dans nos locaux, d'abord parce que en tant que start-up bretonne, on avait cette mission-là d'être terrain d'expérimentation. L'un des premiers espaces de coworking dans lesquels Twin6 opère, avec un besoin qui est de dire comment nos 12 salles de réunion peuvent être facilement gérées et par donc les 14 sociétés qui se partagent l'espace et par les experts qui interviennent aussi dans le cadre du programme. Et au-delà de ça, comment les bureaux vides, parce que les organisations aujourd'hui du travail le nécessitent, comment nos bureaux vides peuvent être mis à disposition du plus grand nombre, des startups que l'on veut accompagner et donc croiser régulièrement chez nous et donc attirer dans des temps un peu informels, et puis nos experts qui viennent se poser et conseiller les startups qu'on accompagne. Donc on a 6 mois d'antériorité et un très bon partage de nos locaux. Jamais on se fait virer de salle de réunion, comme ça arrive parfois effectivement dans des espaces partagés. Et moi j'ai une vue très claire de l'occupation de mon espace et je peux penser maintenant à monétiser nos bureaux vides, ce qui est une nouvelle source de revenus pour l'accélérateur qui est aussi start-up en son temps. Donc on a une opportunité là grâce à cet outil. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui peuvent être intéressés par cette solution. Juste un retour, Hélène et Olivier. Est-ce que c'est simple finalement de déployer? Quels sont les écueils à éviter pour que ça marche aujourd'hui, qu'effectivement on puisse maintenant monétiser les espaces disponibles grâce à une meilleure gestion? Alors, simple à déployer, oui. On met à dispo un lien. On a une deuxième promo de start-up qui est arrivée lundi. On met à dispo un lien, ils téléchargent l'appli et ils sont opérationnels. Bon, après, on a un public qui est quand même super technophile, donc
pas de problème. On n'a pas de Zapet, donc on n'a pas de sujet. Alors, l'application ne va pas tout résoudre. C'est juste une application en fait. Ce que je voulais dire par là, c'est que lorsque par exemple on parlait tout à l'heure de télétravail, donc on passe par exemple, il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail. Dans des entreprises, on passe par exemple d'un bureau fixe à de l'open space et du flex office. Donc en parallèle de l'application, en fait, vous allez avoir tous les freins en changement. C'est-à-dire qu'il va falloir préparer en fait les gens à changer d'habitude. Vous avez cette problématique-là qu'il faut traiter. Si vous ne la traitez pas, l'application, moi, dans une entreprise, ils sont servis de l'application comme un alibi. Vous allez changer, vous inquiétez pas, vous allez avoir une appli. Mais en fait, les gens n'étaient pas prêts à changer. En fait. Donc ça, c'est un travail à mener en parallèle. Et alors, l'autre petite chose aussi, c'est que quand vous introduisez quelque chose comme ça, tout à l'heure, je vous ai parlé de détection de présence, tracking. Voilà, donc on est sur les problématiques de la RGPD, de la gestion des données privées. Donc ça, c'est aussi un travail à mener en parallèle. C'est-à-dire que voilà, il faut préparer les gens. Alors nous, par exemple, on affiche le nom des personnes, mais simplement si elles ont donné l'autorisation. À partir du moment où elles n'ont pas donné cette autorisation, nous on va dire que le bureau est occupé, point à la ligne, c'est tout. On ne sait pas qui s'y trouve. Maintenant, ça peut être sympa de dire, moi j'autorise à afficher mon nom, et dans ce cas-là, on peut vous rechercher dans le bâtiment. Voilà. Mais donc tout ça, c'est des choses à mener en parallèle, et l'application ne résoudra pas tout en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis évidemment, on pourra vous retrouver dans l'espace de cocktail pour plus de questions. On va passer à Fabrice Garot. Donc Fabrice Garot, serial entrepreneur. Alors vous, votre projet, il n'est pas né dans un accélérateur ou dans un incubateur, mais sur les chemins de Compostelle. Voilà, donc c'est ce que vous m'avez dit. Donc vous avez décidé, suite à une rencontre avec Didier Dubois, de créer un projet qui est Slowway, qui est déjà une promesse dans le nom. Et vous êtes porteur aujourd'hui de 2 projets à forte identité, la ruche Rennes et surtout un nouveau projet Grand Air, le village de l'impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Oui, effectivement, dans notre échange, je vous ai indiqué qu'il y avait eu une rupture dans ma vie professionnelle en 2015. Et suite à ce parcours de Compostelle, on se demande ce que Compostelle peut bien faire ici. Mais ça a été pour moi un changement. En tous les cas, ça a été pour moi l'occasion de reconsidérer des priorités, notamment des priorités liées aux défis auxquels nous serons tous confrontés, et donc peut-être une certaine prise de conscience d'un certain nombre de choses. Un ami de longue date évoluant dans le handicap, l'entreprise adaptée, m'a sollicité pour éviter que j'aille trop souvent à la pêche. Et il m'a dit, écoute, on pourrait réfléchir ensemble à un certain nombre de choses. Et la première chose, c'était un hôtel solidaire et circulaire. Cet hôtel que nous avons imaginé, pour lequel nous avons effectivement fait un permis de construire, qui est en cours d'attente, puisque, comme vous le savez, en 2020, il s'est passé des événements importants, notamment dans l'hôtellerie, nous a permis d'aller réfléchir un peu plus loin, c'est-à-dire que sur la parcelle que nous envisagions, nous avons imaginé quelque chose de plus grand. Alors, comme il a fallu formaliser un peu notre intention, parce qu'au démarrage, c'était une expérience et pour lui et pour moi, il est vrai que l'écosystème de la construction est vraiment enrichissant. Moi, j'ai découvert plein d'opérateurs, j'ai découvert plein de choses, je n'étais pas du tout issu du secteur. Et donc, nous avons... alors, je ne sais pas, voilà. Je vais aller d'abord sur cette slide-là, parce qu'en fait, pour démarrer quelque chose, quand vous voulez promouvoir quelque chose, en fait, il faut mettre des mots déjà, et puis une intention, et cette intention, elle s'est traduite par, comme vous l'avez dit justement, par une structure qu'on a créée, Didier et moi, qui s'appelle Slowway. Un peu un pied de nez, finalement, à la Fastway, qui s'impose un peu chaque jour, un peu plus. Donc on a essayé de lister un certain nombre de socles fondateurs sur lesquels on souhaitait s'orienter et orienter notre réflexion. Et puis de là est né un projet et une vision qui est de participer, comme vous le faites tous finalement, chacun à son niveau, et comme nous allons sans doute tous le faire de plus en plus, participer donc à l'émergence d'une nouvelle économie que je qualifie à impact
plus durable en faisant grandir des projets responsables. Comment traduire cela? Je vous l'ai dit par un projet que vous l'avez dit, qui s'appelle le village du Grand Air. Ce village, il commence à bien se dessiner, il est en cours d'instruction, il va se trouver du côté de Champy. Et en fait, on a abordé la chose non pas comme un promoteur que nous ne sommes pas, mais comme finalement un idéal que nous souhaiterions voir venir. Donc dans ce village qu'on imagine, on le veut comme un lieu d'inspiration et de création plurifonctionnelle, c'est-à-dire donc avec un hôtel qui se trouve sur la partie basse du visuel qui se présente à vous. 4000 mètres carrés à peu près de bureaux qui seront proposés donc à la location, un restaurant de 400 mètres carrés et une crèche, plus un espace champêtre à proximité. Donc ce village, il a des objectifs, en fait, à la fois d'impact environnemental le plus faible possible, puisqu'il est éligible aujourd'hui à l'appel d'offres, à l'appel à projet bâtiment performant de la région. Donc, si nous arrivons évidemment à obtenir les objectifs assignés, nous devrions être un des premiers bâtiments à avoir un impact extrêmement faible en Bretagne. Et si tout se passe bien, eh bien, écoutez, nous aurons un grand plaisir à accueillir les personnes, puisque la dimension de la biophilie en fait a été à l'origine des échanges. En introduction, j'ai entendu M. Semril parler de 40%, enfin que la construction impactait 40% de notre planète. Eh bien, avec ce projet-là, nous devrions être en fait positifs. Ça veut dire que c'est possible. Alors, possible ne veut pas dire facile. On s'en rend compte tous les jours. J'ai entendu parler tout à l'heure du BIM. Le BIM, j'ai découvert le BIM, j'ai découvert le logiciel du BIM, mais derrière le logiciel, il y a une philosophie. Et cette philosophie-là, il faut l'intégrer. Ça met du temps à l'intégrer avec les opérateurs auxquels j'ai été confronté dans un premier temps. Ça a été un peu compliqué. Mais je constatais que la profession s'adaptait de plus en plus. Et il est vrai qu'un projet qui rassemble à peu près une quinzaine d'intervenants qui doit passer par des étages, c'est compliqué. Une quinzaine d'intervenants qui intervient en même temps de manière collaborative, c'est fou ce que ça peut créer comme idée. Et quelquefois, les idées ne viennent pas nécessairement du spécialiste du sujet. En fait, c'est juste incroyable. Donc, c'est à promouvoir. Derrière ce projet, il y a alors une éco-conception évidemment de conviction. Donc, on vise le E3C2. Choix des matériaux sains pour les personnes. Je vous ai parlé de biophilie tout à l'heure, biosourcés. On essaye également au maximum de faire intervenir des entreprises locales, intégration de l'économie circulaire et du upcycling, et puis également la recherche d'une haute performance thermique. Ça, c'est un objectif qui devrait nous emmener en fait à avoir des bureaux qui s'inscriront dans les objectifs de la loi à 2070. Donc ça nous laisse de la marge. Et nous devrions donc avoir plutôt des crédits à revendre. Enfin, je ne sais pas si ça va se mettre en place, ce genre de choses, mais non. À mon avis, voilà. Fabrice, je ne vais pas faire comme César, je ne vais pas amener la musique. Excusez-moi, quand je commence... Que le temps se termine, mais je te passe le message. Voilà, les fonctionnalités. Bon, je voulais vous parler également de la ruche, parce que la ruche, ça répond à tout à l'heure... ce que vous avez indiqué au niveau des usages. En fait, nous sommes sensibles évidemment aux nouveaux usages. Le Covid a accéléré et a bouleversé évidemment ces usages. Et nous sommes rapprochés de la ruche, qui est un réseau qui se développe en France, plutôt dans l'économie sociale et solidaire et dans les approches RSE. Et donc avec ce réseau-là, nous travaillons évidemment à accompagner les entreprises qui s'inscrivent dans cette logique-là.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Et puis, bien sûr, on pourra en discuter avec vous après. On va terminer par Quentin, Quentin Vivier, qui voilà, également un serial entrepreneur. Alors, vous, votre projet n'est pas né sur les chemins de Compostelle, mais en rencontre avec un homonyme. C'est pour ça que j'avais confondu avec les noms, plus ça a changé, qui s'appelle Vincent Vivier, mais qui n'a aucun rapport avec votre famille. Voilà. Donc, on rencontre quelqu'un avec le même nom et on crée une entreprise. C'est bien. On fait pas ça à chaque fois quand même. Donc, on parlait tout à l'heure justement d'autres moyens. C'est vrai que comme on l'a pris aujourd'hui l'habitude dans le voyage, hein, aujourd'hui, c'est devenu naturel que les hôtels ne correspondent pas obligatoirement à ce qu'on veut comme moyen de s'héberger. Pareil pour l'entreprise, vous proposez une solution pour trouver des bureaux quand on en a besoin et que les solutions classiques de coworking, d'hôtels d'entreprise où on peut louer à l'heure, etc., ne sont pas présentes aux endroits où on en a besoin. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre plateforme Comuse ? Exactement. Merci beaucoup, Denis. Comuse. Alors, Comuse, en fait, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de mettre à disposition leur espace vacant, sous-utilisé, d'entrepreneurs, de télétravailleurs, de toute personne qui a un besoin de trouver un espace pour travailler sur une très courte ou moyenne durée. En fait, Comuse, c'est parti de deux grands constats. Le premier constat, c'est que avant même la crise du Covid, en 2019, dans le tertiaire, le taux d'occupation moyen des bureaux, c'était 60%. Donc, on a vu les chiffres, j'ai hâte de voir le rapport de l'ODIHR qui sortira avec les nouveaux éléments. Ça, le Covid a amené deux nouvelles choses. Ah, c'est bien, c'est pas les slides, bon, c'est pas très grave, mais c'est pas très... Hop, on va essayer de passer, mais on va laisser ça juste comme ça. Le Covid a amené donc des nouvelles choses, on l'a tous connu. On est passé de beaucoup de personnes qui télétravaillent, et également de plus en plus de collaborateurs qui ont plus envie de faire tous les jours 1 heure, 1 heure et demie dans les transports et les retours pour aller au bureau. D'un autre côté, on va aussi avoir... C'est mieux de tousser à côté. On observe également une explosion en fait, du travail partagé. En 2021, il y a 1,2 million de freelance en France. Et si on suit la courbe de progression, sans forcément faire de l'exponentiel, en 2024, donc demain, on sera à 1,6 million de freelance en France. Donc ça va vraiment dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin de trouver des espaces pour travailler. Pas forcément de façon pérenne, mais de façon vraiment picorée au fur et à mesure. On a aussi de plus en plus de startups qui, une fois qu'on a passé le parcours incubateur, accélérateur, qu'est-ce qu'on fait justement derrière ? Quel immobilier de bureau je vais trouver pour moi, sachant que qui dit startup qui sort de là, c'est un objectif de croissance potentiellement rapide, mais pas beaucoup de certitude non plus. Donc, est-ce que je peux m'engager sur un bail de 3 ans, de 6 ans ? C'est potentiellement tendu. Donc, c'est ces deux situations qui nous ont amené à créer Comuse. Pour essayer de donner un exemple, derrière, c'est 4 usages type de Comuse. Une TPE en métropole, en périphérie d'une grande métropole, qui a un espace de réunion qui n'est pas souvent utilisé et qui le met à disposition à l'heure. Ça va être une PME au cœur d'une grande ville qui se dit sur 2023, j'ai déjà de la projection d'activité, je sais déjà que ça va accélérer. Par contre, d'ici là, j'ai 2 bureaux de 15 mètres carrés qui sont disponibles, inoccupés. Comment j'optimise ces bureaux ? C'est une ETI qui, dans son secteur d'activité, par exemple le bâtiment, se dit ça peut être pertinent de proposer à 3-4 startups de rejoindre en fait mon espace, mon siège, et de partager un peu le quotidien des collaborateurs et de les aider à grandir sur un trimestre, sur un semestre, facilement. C'est ce qu'on voit beaucoup, ce qui est en train de se développer beaucoup aux USA, avec les startup space, justement au sein de scale-up ou au sein d'entreprises déjà positionnées. Et enfin, c'est aussi une autre problématique, c'est les grands groupes. Je suis un grand groupe et je veux proposer un nouveau service à mes collaborateurs, leur proposer d'aller travailler à moins de 5 km de chez eux partout en France, au quotidien. Comuse, ça va permettre de répondre à l'ensemble de ces situations-là. C'est-à-dire que même vous, dès demain, ou dès ce soir, vous voulez mettre à disposition votre salle de réunion en location à l'heure sur la plateforme, c'est facile. Et c'est vraiment le principe de, enfin, les bureaux partagés ont leur plateforme. Merci beaucoup, Quentin. Je crois qu'on a tenu parfaitement le timing.
on termine avec notre dernière table ronde avant l'échange dans le hall. Donc, j'appelle sur la thématique des grands chantiers rennais. Donc, on en a choisi 3, mais il y en a bien d'autres. Donc, le chantier du CHU avec Florent Poiret et Guylaine Joliffe, le chantier de l'université qui se réhabilite avec Béatrice Boucher et Patrick Billan de Bouygues Construction. Et nous avons pour le quartier Gare, on en a déjà pas mal parlé, mais on a voulu mettre en lumière le projet porté par le gendre Beaumont sur le quartier de la Gare. Donc on démarre, Marine, avec le chantier du CHU, parce que le CHU innove aussi, évidemment. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en lumière ce soir avec nous? D'abord, merci de votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, le CHU innove en matière d'immobilier puisqu'on est engagé depuis maintenant 2016 dans un grand projet de reconstruction donc sur notre site. On avait anticipé les ânes puisqu'on avait imaginé à l'époque éventuellement se délocaliser, partir manger quelques terres agricoles du côté du Grand Bray ou ailleurs. Et puis finalement, compte tenu du potentiel de notre site, du fait qu'il soit très bien desservi et de sa localisation à la fois en cœur de ville et proche de la rocade, on a fait le choix de se reconstruire sur notre propre site, ce qui nous permet de garder à peu près 50% aussi de nos bâtiments et de devoir finalement d'être économe des deniers publics. C'est un projet qui est évidemment basé sur les parcours patients et qui vise à d'abord moderniser tous nos lieux de prise en charge qui, pour certains, sont très vétustes. Et puis de rendre le site plus lisible. Pour ceux qui connaissent le site de Pontchaillou, c'est un vrai enjeu, à la fois plus accessible et plus lisible. Et donc on va y regrouper l'ensemble de nos activités médecine, chirurgie et obstétrique à l'horizon 2029. Alors ça, c'est dans le registre habituel d'un CHU. Bien sûr. Donc à l'intérieur de ce projet-là, effectivement, il y a un certain nombre d'innovations qu'on va vous détailler avec Guylaine. Mais d'abord, dans la conception de notre projet de reconstruction, il y a un vrai enjeu sur la qualité de vie de notre site, sur le fait qu'on a vraiment envie d'en faire un lieu qui soit accueillant demain pour tout le monde. On a envie de l'apaiser et on est engagé dans une vraie démarche de développement durable à travers ce projet de reconstruction. Et on va vous le détailler aussi à travers certaines opérations, puisqu'on a des activités qui sont généralement assez consommatrices et qui ne sont pas très vertueuses du point de vue développement durable. Et on est vraiment engagé justement dans un tournant aujourd'hui pour faire en sorte que nos activités qui sont certes très consommatrices en énergie, elles soient demain plus vertueuses et plus respectueuses de notre environnement. Et puis on est un acteur responsable de la métropole et on a envie de se tourner vers ce versant-là de l'innovation. C'est l'autre côté. Voilà, donc ça passe, pour vous donner des choses très précises, par des processus logistiques qu'on va entièrement automatiser, c'est-à-dire que toute la logistique par camion, aujourd'hui, elle va être demain complètement enterrée et totalement transparente pour tous les usagers de notre site. Et puis, dans tous nos projets, et notamment dans nos projets d'espace tertiaire, dont on vous a mis ici quelques illustrations, on a placé l'innovation donc au cœur de tous nos programmes. Ce que vous voyez par exemple sur l'image du haut, c'est l'intérieur de notre futur bloc opératoire qui est actuellement en train d'être construit, donc notre centre chirurgical interventionnel qui est en cours d'exécution en ce moment. Et donc vous voyez cet atrium qui donne sur une cour intérieure arborée, c'est l'intérieur de notre bloc opératoire. Donc cette innovation dont on parlait tout à l'heure, c'est innover pour la qualité de vie de nos professionnels, pour rester un établissement attractif et pour prendre ce virage et répondre aux envies de nos professionnels qui, jusqu'ici, pour certains d'entre eux, en tout cas, travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas très satisfaisantes. Guylaine aussi, qui m'accompagne, qui est référente au développement durable au CHU, va nous parler aussi de cette démarche-là pour d'autres opérations un peu plus particulières. Oui, du coup, tous les projets du nouveau CHU comprennent des cibles HQE, des cibles environnementales relativement ambitieuses.
Également, donc, comme disait Florent, en termes de qualité de vie au travail, tant pour l'attractivité vis-à-vis du personnel que également vis-à-vis des usagers du CHU. Donc on a parlé également de la situation de l'hôpital qui est en cœur de ville, donc qui est sur un site quand même positionné de façon très, très intéressante en termes de mobilité notamment. Puisque le CHU est desservi à la fois par le métro, par le train, par des pistes cyclables et la rocade qui n'est pas loin non plus. Donc l'idée de développer donc, une mobilité intelligente, des mobilités axées sur les mobilités actives, des plans de déplacement ambitieux. En intégrant dans nos projets, donc, par exemple, des parkings pour les vélos, pris en compte justement par exemple dans le bâtiment tertiaire qu'on est en train de concevoir, donc avec des nombres de stationnements importants, avec l'idée donc de repousser la voiture en dehors du site de l'hôpital et donc effectivement d'imaginer de passer toute la logistique qui dessert les activités de l'hôpital, donc via des galeries souterraines avec donc des processus automatisés. Donc tout ça pour dire également que donc la voiture est repoussée donc, en périphérie de l'hôpital, donc pour pouvoir avoir un cœur de site où on respire, qui fait la place belle aux mobilités actives, et ce qui nous permet aussi de développer donc, des projets à venir, un projet de parc de stationnement donc, à usage partagé, usage mixte, à l'entrée de nos sites, et du coup de développer également des activités diversifiées. C'est ça qu'on qui peut accompagne faire comme focus sur votre projet de le tertiaire, stationnement. si on peut aller sur le sujet. D'accord. Donc voilà, donc un parking qui permettrait également de développer des surfaces tertiaires pour développer, pour approfondir, pour enrichir en fait les liens avec l'écosystème scientifique. En développant effectivement, pourquoi pas, des zones pour pouvoir accueillir des startups, des incubateurs, également des espaces tertiaires qui pourraient être utilisés par donc, les scientifiques au plus près du cœur hospitalier. Et également en développant donc, des commerces, des services, également un hôtel hospitalier, avec comme objectif d'améliorer en fait la prise en charge des patients, des usagers, mais également de faciliter la vie des personnels hospitaliers sur le site. Donc un projet qui est susceptible effectivement d'intéresser un certain nombre d'entre vous, puisque on va développer sur le site pas mal de services au cours de la décennie, et avec des montages un petit peu innovants. Des commerces, des bureaux, Exactement. l'accueil de start-up liés à la santé. C'est bien ça. Donc effectivement tout un bâtiment mixte qui va permettre d'abriter des services nouveaux, et puis qui va nous rapprocher aussi de l'écosystème biotech, technologie en santé, et puis aussi de répondre aux aspirations un peu plus larges à l'échelle du campus Pontchaillou-Villejean, et avec nos voisins, de développer en commun des projets à la fois d'hébergement et de services. Donc c'est plein de projets en perspective pour le CHU. Merci, il y a une très belle ambition. Donc le CHU ne fait pas que de la santé maintenant, donc on a hâte de découvrir tout ça. Merci. Merci beaucoup. Donc on passe maintenant la parole pour découvrir le chantier de l'université qui se rénove. Ce n'est pas une mince affaire, il y a plusieurs bâtiments. Donc Béatrice Boucher va nous en parler avec Patrick Billan de Bouygues Bâtiments. Oui, alors l'université, c'est 30 000 étudiants, 3 300 personnels, 300 000, un peu plus de 300 000 mètres carrés. C'est facile, j'ai que des 3, donc c'est facile à retenir. 300 millions, le budget à peu près. On a malheureusement pour nous des bâtiments qui sont quand même assez
anciens, hein, hérités des années 60-70, avec les campus qui ont été construits avec l'architecte Louis Arech. Donc on a aussi un patrimoine assez remarquable. Et la question était de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est à un stade où on a atteint une certaine obsolescence, malgré les quelques travaux qu'on a pu faire dedans. Et donc, il s'est agi de trouver un échantillon quelque part pour essayer de tester une méthode qui va nous permettre de, derrière, avoir quelque chose de reproductible sur le reste de l'université. Donc, on démarre par la séquence 1, ce qu'on appelle la séquence 1, c'est l'enveloppe thermique des bâtiments, mais on aura bien sûr l'intérieur à faire. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, moi j'ai pris plein de notes parce qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse pour faire évoluer les usages et puis rendre flexible. Hein. Mais là, on est bien sur la première phase de rénovation thermique qui va nous permettre de faire des économies d'énergie. En ce moment, vu comment ça flambe, on est plutôt content d'avoir engrangé les choses. On a eu la chance d'être retenu sur l'appel à projet France Relance. Alors sur un des sites par rapport aux 3 sites qu'on avait imaginés, mais c'est pas grave, on a quand même lancé la consultation sur un accord cadre sur les 16 bâtiments qui avaient été choisis dans notre panel pilote échantillonnesque, de telle façon qu'on puisse tester cette méthode sur plusieurs bâtiments, plusieurs campus, et qu'on puisse ensuite la dupliquer. Donc l'avantage de la solution qui a été élaborée par donc Bouygues Bâtiment Grand Ouest, c'est que on l'a pas encore testé, mais on est en train d'avancer en phase avec eux. L'avantage, c'est qu'elle doit être reproductible vers les autres bâtiments de l'université. Elle doit nous permettre de respecter les engagements de performance énergétique que nous avons fixés. Et puis, elle nous permet aussi de faire plus de bâtiments qu'initialement prévu, avec le même montant quand on massifie la commande. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant pour un maître d'ouvrage public qui n'a pas des moyens extensibles. Donc c'était un véritable défi dans un budget contraint de trouver une solution innovante pour rénover à la chaîne 16 bâtiments. Oui, donc moi je suis directeur commercial de Bouygues Bâtiment Grand Ouest à Rennes et je remercie encore Béatrice Boucher de la confiance qu'ils nous ont accordée, mais pas uniquement Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Voilà, c'est ce que disait Emmanuel de Sery tout à l'heure, c'est qu'un acte de construire et une réflexion avec des objectifs ambitieux qui étaient ceux de Rennes 1 se fait en équipe. Donc là, c'est avec l'agence d'architecture ENIA, un bureau d'études OTIS technique et un bureau d'études environnementales qui est Indigo. On a été un petit peu bousculé au départ parce qu'il y avait une approche effectivement assez universitaire sur l'approche technique, en se disant on va avoir une réflexion qui est inversée, en se disant on a un objectif de coût parce qu'on a un budget, et en l'occurrence qui était encadré par France Relance sur la première partie. Et comment est-ce qu'on peut pousser cette réflexion pour se dire, essayons d'atteindre le maximum de performance tout en se contraignant dans cet objectif de coût. Donc trouvons des solutions, différentes méthodes possibles de traitement des bâtiments, mais pas uniquement sur un thème uniquement technique et performantiel, mais aussi sur le volet patrimonial de ce qui était attendu, notamment voilà, sur les bâtiments de Louis Arech, qui sont ici à l'image le campus santé de Villejean, mais qui peuvent aussi être dupliqués sur la fac de droit Jean Massé, qui a encore un traitement encore différent. Et donc, le CHU, non et aussi sur le CHU. Ils nous ont demandé que la solution puisse leur vendre, alors oui, c'est possible. Et donc cette réflexion, c'était de se dire comment est-ce qu'on arrive, à partir de singularités qu'on arrive à identifier sur des bâtiments, des solutions qui sont duplicables sur un patrimoine qui est beaucoup plus large. Et donc d'offrir des solutions à la fois industrielles, sur lesquelles on puisse massifier pour pouvoir faire des économies à grande échelle, et d'offrir à l'université un outil qu'on a développé, une application qu'on a développée avec nos partenaires, pour que cette trajectoire de performance et de coût puisse être validé et testé sur ce pilote de 16 bâtiments, mais puisse aussi être un outil au service de l'université pour l'ensemble du patrimoine et des plus de 100 bâtiments de l'université, pour que eux-mêmes puissent se projeter et imaginer ce que ça peut donner. Et est-ce que les objectifs de gain énergétique, on doit les faire sur 50, 60, 80 bâtiments en fonction des solutions retenues. Donc c'est toute cette réflexion autour de
comment est-ce qu'on arrive à rénover mieux, mais à un coût maîtrisé. Très bien, bah c'est remarquable. Hâte de voir ça. Donc fin 2024, on est invité à la pendaison de Crémaillère. Donc notez la date. Il y aura peut-être moyen de venir voir le chantier Avant, avant quand même. Super. Alors nous finissons avec le projet Beaumont opéré par le groupe Legendre dans le quartier de la Gare avec Monsieur Prioul. Voilà, effectivement on avait annoncé Samuel, alors Guillaume, notre directeur d'agence, qui s'excuse, il ne pouvait pas être présent, il est en transit entre Bordeaux et Rennes et c'était un petit peu court en délai. Alors je vais vous parler effectivement rapidement d'un projet que vous connaissez certainement si vous prenez régulièrement le train ou que vous passez devant la gare. Il devient emblématique ce projet parce qu'aujourd'hui on atteint la fin du gros œuvre et donc la tour de logement s'élève à 17 étages. Alors c'est un projet qui répond en fait à beaucoup des enjeux, en tout cas qui vise à répondre à beaucoup des enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure sur le fait de construire la ville sur elle-même ou de reconstruire la ville sur elle-même, de densifier, d'éviter en tout cas l'étalement urbain. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, ça pose beaucoup d'autres questions pour que cette densification soit réussie. Et c'est un des enjeux auxquels nous on a été confrontés et que je vais vous exposer. Comment on fait effectivement pour que un ensemble urbain qui rassemble énormément d'usages, finalement fonctionne bien à terme, soit réussi et que ce ne soit pas effectivement une foire d'empoigne parce qu'on n'a fait qu'empiler des usages pour lesquels on n'a absolument pas réfléchi en fait à leur lien et à leur vivre ensemble. Donc Beaumont, alors on a indiqué, j'ai mis comme signature condensé de ville et de vie parce que en fait c'est une opération, pour vous la décrire très rapidement, qui fait 25 300 m² de surface de plancher sur un terrain qui fait moins de 5 000 m². Donc c'est une opération qui est extrêmement dense et qui regroupe du logement, alors tout type de logement, voilà, dans un immeuble qui fait 17 étages, une sorte de millefeuille avec différents types donc, de logements. Il y a 11 500 m² de bureaux sur 2 immeubles et puis il y a un socle commerce et actif qui est commun à tout l'ensemble immobilier qui fait un peu plus de 1600 m². C'est une opération en fait sur laquelle donc on a souhaité avoir une mixité totale, mais ça faisait partie de la programmation en fait de ce lot qui est dans la ZAC Euro-Rennes. Et donc on a collé au cahier des charges et essayé en fait avec les architectes de répondre au mieux à ce qui était demandé et de réfléchir à la manière dont on pouvait organiser au mieux en fait le projet pour qu'il soit fonctionnel à terme. Dans l'idée, c'est un bout de ville sur un terrain donc assez ramassé dans lequel on travaillera, on peut habiter, on peut se divertir, on peut faire du sport, on peut venir se restaurer et le tout en un même lieu à proximité immédiate de la gare et dans un lieu effectivement où la densification en fait en réalité ne pose pas de problème puisque on est le long des voies ferrées et par ailleurs donc côté rue, les architectes ont vraiment réfléchi en fait à travailler l'architecture pour que l'échelle au premier plan, l'échelle en fait de leur projet reste tout à fait acceptable par rapport au vis-à-vis donc qui se trouvait en face. Alors, je disais, en fait, c'est un ensemble qui est très dense. Et pour que cette densité elle soit réussie, en fait, il a fallu qu'on réfléchisse à pas mal d'aspects d'innovation. Évidemment, en fait, il y a d'abord en fait, des questions d'innovation d'usage qui nous ont amené en fait, à mettre en œuvre beaucoup de sujets de mutualisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la densité soit réussie, on est obligé en fait, de réfléchir à des espaces qui sont partagés. Et tout ça, ça s'organise. D'abord, on les identifie. Alors, il y en avait un qui était assez évident. On a un tout petit parking. Il fait 134 places pour les 25 300 m² de surface de plancher. Et on se doutait bien qu'en commercialisation, il y allait avoir de la demande. Donc, on met en œuvre une solution de foisonnement avec une application. Alors, on se fait accompagner par une entreprise spécialisée sur le sujet. Et l'idée, effectivement, c'est, avec ce foisonnement, de pouvoir, à terme, offrir plus de possibilités de stationnement que si on restait en fait, dans un fonctionnement classique où on vendait des places en pleine propriété, etc. Donc en l'occurrence, on vend ce qu'on appelle un droit d'usage, c'est-à-dire le droit d'entrer dans le parking, et le tout est géré en fait, par une application qui connaît en permanence le taux d'occupation du parking. On essaye de mettre en œuvre de la mutualisation également sur des espaces comme des douches et des vestiaires, qui sont des espaces qui seront utilisés
par une salle de sport en rez-de-chaussée, donc qui exploitera voilà, un espace sous forme de salle de sport, mais avec un accès qui sera également donné à tous les salariés en fait, des entreprises qui se trouvent au-dessus. Et cet espace-là, il est partagé. On sait tous aujourd'hui que beaucoup de gens soit viennent à vélo, etc., soit vont faire du sport à midi et ont besoin en fait, de ces douches, de ces vestiaires. Là, on propose de les mettre directement en fait, en partage entre plusieurs usages au sein de l'ensemble immobilier. Encore une fois, ça évite peut-être que certaines entreprises les créent dans leurs locaux. Si elles les créent dans leurs locaux, en fait, elles ont besoin de plus de mètres carrés. En l'occurrence, ici, on vient, j'ai envie de dire, compacter le besoin au niveau des entreprises et le gérer de manière mutualisée au niveau de tout l'ensemble immobilier. Sur la mutualisation à rez-de-chaussée, donc on a souhaité avoir tout un socle commun dans lequel vous pouvez déambuler d'un bout à l'autre du projet et finalement qui constitue un accès tant pour tout, j'ai envie de dire, les commerces, les services, etc., que pour les bureaux, la partie logement, etc. Là aussi, on essaye d'avoir quelque chose d'assez fluide, d'assez convivial et qui soit partagé entre tous les usages du projet. Sur la commercialisation. Sur la partie, exactement. Alors, sur la partie commercialisation, on a cherché à innover aussi parce qu'on a non seulement, j'ai envie de dire, réfléchi dans la mise au point de ce projet au contenant, avec tous les aspects techniques. Bon, je passe rapidement dessus, mais évidemment, on a fait du BIM, etc. Mais pour la partie en fait, de rez-de-chaussée, on a réfléchi aussi au contenu. Et donc, l'un des enjeux, notamment, c'est de créer de la convivialité. Et on veut installer, en fait, en rez-de-chaussée de ce projet, des cellules commerciales qui accueillent de la restauration, différents types de restauration, on veut du sport, etc. Et pour la partie restauration en particulier, donc on avait choisi de lancer en fait un appel à projet, Entrepreneurs du goût, dans lequel on avait mis en fait plusieurs de nos opérations qui disposaient de parties commerciales à rez-de-chaussée, mais qui visaient effectivement en fait, à s'adresser directement au secteur de la restauration et essayer de trouver des personnes voilà, qui étaient en recherche de lieux, qui avaient des concepts, qui avaient des idées, mais qui ne trouvaient pas forcément à s'installer. Et l'idée, là, en tant que promoteur, c'était d'aller un petit peu au-delà de notre métier juste de promoteur, mais de réfléchir aussi en fait, aux concepts qui allaient s'installer et aller au-devant de ces concepts en essayant de trouver les bonnes personnes pour créer finalement en fait, cette convivialité qu'on veut en pied d'immeuble et qui sera extrêmement importante dans la réussite de ce projet. Ce n'est pas qu'une réussite technique à terme, il faut effectivement qu'on réussisse cette mixité qu'on met en œuvre. Et ça passe notamment par la convivialité qu'on va développer en rez-de-chaussée. Et pour finir, c'est évidemment un projet compte tenu de son ampleur qui peut avoir un impact. Alors on a à plusieurs niveaux. Évidemment, donc c'est un projet sur lequel on a réfléchi aux aspects de résilience et aux aspects de durabilité. Alors c'est sur les aspects de pérennité, on a choisi de le construire en béton pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que c'est un matériau qui est pérenne, qui est solide, qui en plus ici nous permet de répondre à un enjeu lié au bruit avec la proximité de la voie ferrée, donc qui présente de la masse et qui nous permet d'amortir le bruit. Bruit qu'on a géré également en mettant les immeubles sur boîte à ressort pour les désolidariser de l'infrastructure qui, elle, peut vibrer au passage des trains. Donc on a choisi de les faire en béton, c'est aussi des façades qui seront sobres et faciles à entretenir. On a choisi de les faire en béton. Le groupe Legendre, vous le savez, est un constructeur à l'origine. Et donc nous avons une usine, nous, de préfabrication à Bourg-Barré, qui est à 20 km au sud de Rennes. Ça nous permet en fait de construire l'ensemble des façades avec des éléments préfabriqués qu'on amène comme du Lego, qui sont amenés en flux tendu. Ça répond à un autre enjeu de ce chantier, c'est qu'il n'y a pas de place du tout. Donc dans la méthodologie logistique, il fallait absolument réfléchir dès le départ à un système dans lequel on n'impactait que très peu le quartier. Et donc on amène au jour le jour nos éléments qui nous permettent de monter les façades vraiment en flux tendu avec 7-8 éléments maximum qui sont stockés sur place. Et voilà, ça nous permet de réduire le nombre de camions toupies qui viennent pour alimenter et qui permettent de couler les planchers et autres. Toutes les façades sont réalisées comme du Lego. On a réfléchi évidemment aux aspects, j'avais dire, de confort pour un bâtiment donc, qui est construit le long des voies ferrées avec un gros sujet d'acoustique vibratoire traité par une rupture antivibratile, pardon. Et puis des aspects de performance thermique, alors qu'ils sont traités notamment dans le cadre de labellisation,
Sur les logements, on est NF Habitat HQE, on est HQE bâtiment durable niveau excellence sur les bâtiments tertiaires, et on traite aussi des aspects de connectivité, notamment des immeubles de bureaux, avec donc un label Weird Score, niveau Silver. On traite évidemment, j'ai envie de dire, dans les aspects thermiques, les aspects d'approvisionnement en énergie. On est raccordé au réseau de chaleur. On a mutualisé une sous-station qui est commune pour la totalité de l'ensemble immobilier. Alors il y a des sous-stations, mais on n'a qu'un seul point de raccordement. On a réintroduit des points de la verdure, j'ai envie de dire, et de la nature sur un site, où on va en réintroduire sur un site qui était totalement urbanisé, puisque c'était un ancien parking de la SNCF, et on plante notamment des arbres de haute tige, pins et chênes dans l'une des ce qu'on appelle les failles qui séparent les immeubles. Et puis évidemment, donc, on prend en compte tout ce qui est mode de déplacement doux, avec la création d'un local vélo et trottinette qui là aussi est mutualisé à l'échelle de l'ensemble immobilier, donc qui est partagé par tous, qu'on veut convivial, dans lequel il y aura du service, qu'on va traiter esthétiquement, dans lequel on mettra des bornes de recharge, on mettra des racks adaptés pour les vélos cargo, on réfléchit aux accès pour qu'ils soient simples pour tout le monde. Voilà, on électrifie 25% de nos places et on a la capacité pour pousser même plus loin l'électrification en fait, du parc pour répondre évidemment à l'électrification du parc automobile. Voilà, donc là aussi on essaye d'inscrire ce projet dans la durée face aux enjeux qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc c'est un projet complet qui a gagné les Pyramides d'Argent la dernière édition. Bravo, donc hâte de voir ce produit finalisé. Merci beaucoup à tous. Donc on arrive à la fin de l'intervention. Je vous invite à reprendre place. J'invite à me rejoindre mes acolytes de la French PropTech. Antoine qui représente la French PropTech au niveau national. Rémi de Batilab qui était là pour animer la table ronde. Donc vous aurez compris ce qui nous anime et ce qui nous rassemble aujourd'hui. On a tous un point commun, on aime notre territoire, on y habite, on y travaille, on y développe nos entreprises, on y crée de l'emploi, on y crée de la valeur et on a envie que nous innovions encore plus, tous ensemble, les uns avec les autres. Donc vous retrouverez tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, au cocktail d'autres startups innovantes du territoire qui seront représentés avec chacun peut-être un kakémono s'ils ont pensé à en apporter pour que vous puissiez aller échanger. Vous avez chacun un badge qui est propice aux échanges. Merci beaucoup. Rémi, un petit mot pour la fin. Non, et puis merci beaucoup d'être présent. Puis on rappelle juste voilà, qu'on est bénévole, on a tous soit chef d'entreprise, soit salarié. Il y a toutes les équipes qui ont travaillé aussi à côté. Voilà. Donc on peut les remercier. Merci beaucoup. Et puis merci à vous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Donc il y a un cocktail qui nous attend. J'ai pas vu la mise en place. J'espère que tout est là. Normalement, on me fait OK. Donc je vous invite tous à partager un verre dans le hall de Rennes Métropole qui nous héberge. C'est un peu chez nous aussi, Sébastien, ici, finalement. C'est un lieu d'économie, c'est notre lieu à tous. Donc on est le bienvenu chez nous. Donc allons boire un coup.